Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, encore et toujours. Et aujourd'hui, un petit épisode mélangeant storytelling sur tout mon parcours, de la musculation classique en salle, au poids du corps, au street workout, ce qui du coup m'amènera à passer en revue ces deux disciplines. Je vais discuter de mon expérience avec tout ça, de ce que j'y ai trouvé, des avantages et inconvénients de chacune de ces deux en fonction de notre situation et de nos objectifs. Donc voilà le planning pour aujourd'hui. Mais tout d'abord, eh bien, je dois faire passer un message. Je suis obligé, malheureusement, malgré moi, c'est de ma faute, donc voilà. Mais il n'y a pas eu de vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo le 29 avril, comme je l'avais teasé comme un gros ouf lors de l'épisode précédent sur les douches froides. D'ailleurs, j'ai même reçu un petit message à ce propos. Ouais, c'était un peu frustrant de ne pas avoir la vidéo parce qu'on attendait. J'ai dit à des potes, ah putain, faut qu'on regarde ça et tout. Ça va être super intéressant, ça va être un truc de ouf. Tu nous as mis la hype et finalement il n'y a plus rien derrière. Donc voilà, ça m'a déçu. Mais bon, je comprends qu'on ne puisse pas faire tout ce que l'on veut. Putain, ça me fait mal aux fesses d'écouter ce message, vraiment, surtout la fin quand tu me dis que t'étais déçu. À la fois ça me casse les fesses et à la fois ça me brise un peu le cœur, tu vois. Mais voilà, je mérite ce message. Effectivement, j'ai balancé de la hype comme un inconscient manifestement parce que j'étais manifestement pas à jour vis-à-vis de ça, parce que effectivement, quand j'ai enregistré ce dernier épisode, je n'étais pas au clair avec l'avancée du montage actuel de cette vidéo et je pensais vraiment qu'on allait y arriver. Mais entre le montage qui est très long et les problèmes techniques qu'on a eu, eh bien malheureusement la vidéo doit être reportée. Par contre, je suis dessus en ce moment même. Je vais pas continuer à faire de la hype parce que ça sert à rien. Là, c'est bon, j'ai eu ma chance, je l'ai raté. Je vais arrêter de parler et je vais montrer. Donc, je montrerai cette vidéo qui en vaut la peine. Elle sortira le 12 avril. Le lundi 12 avril. Je veux sortir une vidéo tous les lundis à partir de lundi prochain, le 5. Donc voilà, je le dis vite fait parce que je devrais y arriver. Mais bon, je sais pas si je peux me faire entièrement confiance avec tout ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pourquoi pas lundi prochain? Parce que lundi prochain, il y a une vidéo exceptionnelle qui n'est pas repoussable. C'est la vidéo du lancement du Transformation Challenge 2021. Alors si t'es un tout petit peu familier avec ce que je fais, ce que j'ai fait comme vidéo et choses de ces dernières années, tu sauras que j'organise tous les ans un concours de transformation physique et mentale ouvert à toutes et à tous partout dans le monde, où le but en fait c'est d'être en compétition contre soi-même et de se laisser quelques semaines, quelques mois pour s'améliorer autant que possible, généralement un petit peu avant l'été. Voilà, on repart pour une 3e édition de ce Transformation Challenge cette année qui va se dérouler entre le 5 avril et le 20 juin. Donc lundi prochain, il y a la vidéo de lancement avec toutes les règles, avec le formulaire d'inscription, etc. Et jusqu'au 25 avril, les inscriptions sont ouvertes. Donc voilà, c'est la seule annonce que je ferai à ce propos sur ce podcast parce que c'est une annonce périssable, donc je vais pas en mettre trop dans mes épisodes. Mais tu sauras que jusqu'au 25 avril, si tu écoutes cet épisode, je t'encourage énormément à venir t'inscrire. C'est gratuit, c'est rapide. Il y a eu 8 000 € de prix qui vont être distribués. Ce sera des lots à gagner, de matériel, d'équipement, de compléments alimentaires, plein de choses sympathiques qui seront distribuées à un grand nombre de personnes. J'ai pas mal modifié la répartition des prix et le déroulement du challenge a été modifié cette année pour accommoder un petit peu ma santé mentale parce que ça a été très difficile de gérer tout ça l'année dernière. J'ai limite parti en burn-out là. J'avais mal géré mon histoire. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc cette année, j'ai reformulé un petit peu le truc parce que je m'attendais pas à autant de monde et autant de travail, figure-toi. Voilà, ça a dépassé toutes mes espérances manifestement et je l'ai payé. J'ai dû le payer ensuite. Donc voilà, ce challenge en vrai, je l'ai créé dans le but de réunir toutes les conditions, toute la motivation, tout ce qui est possible en un événement pour motiver le plus grand nombre de personnes à se prendre en main. Parce que là, vraiment, c'est juste avant l'été. Il y a un challenge, il y a une communauté, il y a plein de gens qui se réunissent et qui échangent au quotidien pour se motiver, s'entraider sur 3 mois pour se transformer d'ici la fin de l'échéance
En plus, il y a des prix à gagner, il y a une vidéo dans laquelle tu vas pouvoir éventuellement passer, qui va te rendre hommage, c'est tout ce que je te souhaite. Et voilà, j'essaye de faire tout ce que je peux pour donner envie aux gens de s'y mettre, parce que c'est le meilleur moment de l'année. Et en plus, là, il y a un petit challenge en tout. Donc voilà, je t'encourage à venir. Je vais m'arrêter là. Ouais, je crois que j'en ai déjà assez parlé. Allez, on va se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, l'épisode d'aujourd'hui était déjà prévu depuis le début, hein. Je me suis tout de suite dit en commençant ce podcast que j'allais forcément pouvoir parler de comment j'ai fait de la musculation, de comment je suis passé ensuite progressivement au poids du corps et au street workout, quelque chose dont je vais beaucoup parler dans cet épisode. Mais j'ai aussi reçu une question, une question par message vocal de Rémi à ce propos, et donc je vais en profiter pour faire passer Rémi à l'antenne. Vas-y Rémi, c'est à toi. Salut Eric, donc je me présente, je m'appelle Rémi, et donc ma question concerne ton parcours sportif et plus précisément du moment où t'es passé de la muscu au street. En fait, je veux juste savoir 3 petites choses. La première, c'est tout d'abord qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix. Ensuite, comment t'as organisé tes entraînements du coup. C'est venu d'un coup. Est-ce que ça a été progressif? Et aussi, ce serait cool que tu parles des figures que t'as commencé à apprendre en premier et aussi dans quel ordre tu les as eues et peut-être en combien de temps. Je sais pas si tu le sais exactement. Voilà, donc c'est tout pour ma question. Je vais en profiter pour t'encourager à continuer la création de contenu parce que ce que tu fais, c'est vraiment intéressant et enrichissant. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour moi. Salut! T'inquiète pas Rémi, je reprends le lead à partir de là. Merci beaucoup pour ton message, ton temps et tes questions auxquelles je vais y répondre du coup dans cet épisode qui va suivre. Je vais reprendre un petit peu toute mon expérience depuis lorsque j'ai commencé la musculation jusqu'à aujourd'hui globalement. Alors voilà, on va pas faire ça pendant 1h30 normalement et ça va déjà répondre à certaines de tes questions. Et puis à la fin, j'élaborerai encore davantage sur les avantages, les inconvénients entre guillemets que j'ai trouvés et que je trouve encore aujourd'hui à la musculation classique en salle de musculation, donc avec des poids, avec des machines aussi éventuellement, mais je me concentre surtout sur les poids libres en fait, et la musculation au poids du corps, sans matériel ou avec peu de matériel, et le street workout qui est encore du coup un sport à part entière qui est encore différent disons de la musculation au poids du corps parce qu'il y a vraiment des règles et des compétitions, donc c'est vraiment un sport le street workout, mais je vais englober un petit peu les deux dans le même sujet parce que voilà, en ce qui me concerne, ça se ressemble énormément. Et donc j'ai commencé la musculation à la salle à 17 ans, j'en ai déjà parlé dans un ou deux anciens épisodes, donc je vais pas revenir sur absolument toute l'histoire, mais bon, j'ai débarqué comme ça à 17 ans, pas de confiance en moi, mauvaise image de moi, je m'aimais pas beaucoup, j'avais envie de m'aimer plus, j'avais envie que les autres m'aiment plus et je me suis dit, si j'ai des muscles, eh bien ça devrait aider parce que les gens qui ont des muscles, ils ont l'air d'avoir la confiance. Moi j'aimerais bien un petit peu avoir la confiance aussi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'avoir confiance en soi un petit peu et d'aimer un petit peu son reflet dans le miroir, etc. Et je ne savais pas exactement dans quoi je m'embarquais, mais si j'avais su, je peux te dire que j'aurais sûrement fait la même chose, parce qu'au final, je n'ai absolument pas regretté et j'y ai trouvé bien plus que ce que je pensais. Hein, je ne savais pas du tout, j'étais encore un enfant à 17 ans, et voilà, donc j'ai commencé principalement pour les autres, hein, concrètement, voilà, c'était quand même la motivation principale, et c'est la motivation de beaucoup de personnes, et je pense que c'est très très bien. Peu importe la motivation qui te fait commencer à faire de la musculation ou n'importe quoi qui au final te fait te sentir bien, même si on pourrait dire hein, c'est pour plaire aux autres, c'est la vanité, c'est blablabla. Personnellement, c'est peut-être pour ça que j'ai commencé, mais je fais toujours ça aujourd'hui. Ça fait quoi ? 17, ça fait 13 ans maintenant. 13 ans que je fais de la musculation, on dira. Donc, j'ai pas continué pour les autres très 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 longtemps. Hein. Assez rapidement, j'ai commencé à y prendre goût, malgré le fait que je n'avais aucun résultat. J'en ai parlé pendant 3 ans. Alors, aucun résultat, c'est relatif, parce que quand t'es vraiment débutant de fou comme je l'étais, quand tu fais n'importe quoi, il faut vraiment faire n'importe quoi et très très peu de n'importe quoi pour ne pas avoir de résultats. Donc en 3 ans, j'avais quand même des petits résultats et par rapport à ma morphologie de base qui est fin, maigre et voilà, c'est tout. Tu vois, moi j'ai jamais été en surpoids considérable de ma vie, j'ai toujours eu cette morphologie, je suis assez grand, élancé, fin et maigre. Donc j'ai quand même au fur et à mesure réussi à comprendre qu'il fallait manger beaucoup, qu'il fallait s'entraîner un peu, et j'ai commencé à avoir des petites bosses sur mes bras, sur mes épaules, un peu dans le dos. Éventuellement, j'ai eu des petites bosses au milieu du ventre aussi. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ces protubérances bizarres là ? J'en avais 6. C'était cool, tu vois. Apparemment, avoir ces petites bosses partout, c'est ce qu'on cherche. Donc je commençais à avoir ces petits trucs poussés et je me suis dit, waouh, c'est cool.
j'aime bien. Et je me suis pris de passion pour ça, hein, clairement. Je me suis pris de passion pour la musculation, je me suis pris de passion pour ce qui allait avec, ce que j'ai compris qu'il fallait qu'il aille avec, c'est-à-dire la nutrition, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, etc. Vraiment, j'ai dévoré tout ce que je pouvais à cette époque en termes de livres, en termes de programmes, que ce soit la musculation, des vidéos aussi, évidemment. Musculation en salle, livres, nutrition, manger, macronutriments, calories, bam, ça c'était ma vie. Hein. Clairement, j'avais les études, mais dès que je sortais la tête des études, boum, c'était pour aller à la salle et ensuite je rentrais le soir et je lisais des livres, etc. Pas du tout des livres de business, tu vois, des livres de muscu, des livres de nutrition. Ça, il y en a beaucoup qui sont passés sur ma table de nuit. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir des progrès, surtout à partir du moment où j'ai un petit peu compris comment il fallait faire pour bien s'entraîner. J'ai d'abord compris comment à peu près bien manger, et ensuite j'ai compris qu'en fait, il faut faire les deux. Clairement, je m'entraînais n'importe comment, je me suis dit, bon, si j'ai pas de résultat, c'est peut-être parce qu'il faut que je mange comme les gens qui font... il faut que je mange de la même façon que les gens qui ont des résultats. Et sauf que je me suis pas rendu compte tout de suite que ceux qui avaient des résultats, ils mangeaient bien, mais ils s'entraînaient bien aussi. Donc bref, j'ai appris tout ça sur le tas. Ça m'a pris mon temps, j'en ai déjà parlé. Ça m'a pris des années, hein, concrètement, vraiment, ça m'a pris des années. Et au bout de 4-5 ans, au bout de 3 ans, 3-4 ans, j'ai finalement compris un petit peu ce qu'il fallait faire. Et là, j'ai pu faire les choses bien et c'est allé très très vite. Et rapidement, j'ai eu beaucoup plus de résultats, j'ai trouvé beaucoup plus de choses. Et moi qui étais déjà relativement passionné par ça, par le fait que j'ai jamais eu de mal vraiment à être régulier à la salle. Alors, j'y suis toujours y allé. Purée, mais je ne sais pas parler. J'y suis toujours allé. Ouais, bon, bah voilà, ça m'entraîne à parler français, ce podcast, c'est pas mal aussi. J'y suis toujours allé au moins 3 fois par semaine, même quand je voyais pas de résultat. Je me dis, bon, bah voilà, tu vas à la salle, c'est comme ça va venir. Je remettais pas trop ça en question. Aussi parce que ça me plaisait, hein. Ça me plaisait de faire cela et c'est pour ça que j'ai dû continuer au début et c'est pour ça que j'ai continué aussi longtemps. Et évidemment que quand j'ai commencé à avoir des résultats, tu peux me croire que c'est pas à ce moment-là que j'allais arrêter. Donc, j'ai continué. En fait, ce qui est marrant là-dedans, c'est que pendant très longtemps, je pensais que ma passion, c'était la muscu, c'était la nutrition. Et je sais pas quand est-ce que j'ai réalisé cela. En tout cas, je l'ai réalisé hier, quand j'ai réuni quelques notes par écrit pour enregistrer cet épisode de podcast. Je me suis rendu compte, mais en fait, est-ce que j'étais passionné par la musculation ou est-ce que j'étais plutôt passionné par ce qu'elle m'a appris à faire et parce que c'était un outil pour m'améliorer moi-même. Et j'ai l'impression que c'était plutôt ça. La musculation, ça m'a appris à contrôler mon corps. Plus précisément, ça m'a appris à contrôler son aspect, son esthétisme, son visuel, sa force, sa puissance. Ça m'a appris à le développer, à prendre le contrôle dessus. Aujourd'hui et depuis un moment, du coup, maintenant, j'ai l'impression clairement que mon corps, il ressemble à ce à quoi j'ai envie qu'il ressemble. Ouais, tu vois, c'est pas facile de parler français quand même, purée, c'est tout un challenge. Bref, aujourd'hui je me dis, si j'ai envie d'avoir des plus grosses jambes, je sais ce qu'il faut que je fasse. C'est juste que là, aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie d'avoir des plus grosses jambes, donc elles sont très bien comme elles sont, mes petites jambes, je les aime beaucoup, en vrai, elles font tout ce que je leur demande. Donc voilà, si j'ai envie que mes abdos soient plus apparents, si j'ai envie d'avoir l'air écorché comme ça, eh bien je sais comment faire, je sais que je peux y arriver, je l'ai déjà fait, je sais qu'il y a un prix à payer qui est assez important pour y arriver, un prix de discipline, d'avoir faim, d'avoir une alimentation beaucoup plus stricte, quelque chose que je fais de temps en temps pour l'été. Peut-être que dans le cadre de ce Transformation Challenge, j'ai prévu de faire une petite sèche, tu vois, mais... En vrai, si je fais des sèches aujourd'hui, c'est pas spécialement pour me plaire à moi, ni pour plaire aux autres, c'est aussi pour le travail, parce qu'on va pas se mentir, avoir un corps esthétique, ça aide à être crédible quand on a la prétention de pouvoir aider d'autres personnes à obtenir la même chose. Et je pense avoir cette prétention quand même un petit peu. J'ai pas beaucoup de prétention dans la vie, mais j'ai déjà eu des preuves que d'autres personnes ont réussi à appliquer mes conseils avec succès. Et donc, voilà, je vais faire une petite sèche aussi pour le kiff, parce que c'est un petit challenge, et les petits challenges difficiles, ça fait jamais de mal dans la tête. Et là, au niveau du corps, ça va être sympa. Donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, la musculation m'a appris à contrôler l'aspect de mon corps et j'ai évidemment du coup beaucoup gagné en confiance en moi par la même occasion. C'est ce dont j'avais parlé dans l'épisode 10, je crois, de mon podcast, le déclic de la confiance en soi, parce que c'est comme ça que j'ai construit c'est comme ça que j'ai construit les fondations de ma confiance en moi, en fait, parce que j'en avais pas du tout, j'en ai pas vraiment trouvé dans mes études ou
Pas au début, en tout cas, vers la fin, ça s'est mieux passé encore. Et là, c'est vrai que... Mais j'avais déjà cette confiance de la muscu. Vraiment, c'est là-dedans que je me suis rendu compte. Voilà, Eric, tu arrives à faire des choses, tu vas pouvoir en faire d'autres, probablement, si tu as réussi à faire ça. Après tant d'efforts et en pensant pendant certains temps que c'était juste pas pour toi, tu y es quand même arrivé. Et donc, ça doit vouloir dire qu'il y a pas mal d'autres choses que j'imagine qui ne sont pas pour moi. Mais que, en fait, si j'essaye, je vais peut-être pouvoir me prouver de l'inverse. Et au bout d'un certain temps, après de nombreuses années, après avoir appris toutes ces choses sur moi-même, sur mon corps, sur ma tête, après avoir appris toutes ces choses, je me suis rendu compte que, quand même, au bout d'un moment, si j'ai vraiment la confiance que je peux contrôler l'esthétisme de mon corps à ma volonté, ce n'est pas en continuant de faire de la musculation que je vais pouvoir en apprendre davantage. Si j'ai l'impression d'avoir quand même appris une énorme majorité de ce qu'il y a à apprendre vis-à-vis de moi-même, en tout cas là-dedans, j'avais beaucoup moins de motivation. Enfin, ceci ne pouvait plus représenter une motivation suffisante pour moi pour continuer. Et c'est là que je me suis rendu compte que la musculation, faire de la musculation pour faire de la musculation n'était plus suffisant pour moi. J'avais besoin de pouvoir y trouver autre chose, de pouvoir avoir l'impression d'avancer vers plus d'objectifs. J'étais pas intéressé par faire du développé couché à 200 kilos. J'étais pas intéressé par faire des compétitions, par faire X ou Y, par soulever plus que tous les mecs de ma salle non plus. Et donc, je me suis dit, bon, c'est bien, Eric, ça fait quoi ? Ça faisait quoi ? 8 ans, 7 ans que je faisais de la muscu. J'avais l'impression d'y avoir épuisé la majeure partie des intérêts que j'avais découverts à l'intérieur de tout ça. Et vers 23, 24 ans, je sais plus exactement, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose. À la musculation au poids du corps ou au street workout, tu vois, ces deux choses se mélangeaient pas mal dans ma tête. Pour moi, c'était un petit peu la même chose. Enfin bref, à réussir à faire des trucs cool avec son corps dans l'espace. Ça m'attirait et clairement, c'est à peu près pendant cette période-là que j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. D'ailleurs, en parallèle de ça, en parallèle du moment où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au poids du corps et tout ça, j'étais toujours à fond dans ma période muscu. Là, ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais compris parfaitement comment bien m'entraîner. Ouais, ça devait faire 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc j'avais encore des beaux résultats à la salle, j'avais pas l'intention d'arrêter, mais je commençais déjà à me dire, tiens, c'est vrai que c'est quand même relativement stylé de pouvoir se mettre sur les mains, de pouvoir se mettre sur le côté en drapeau et de tenir. Ça ressemble un peu à ce que je fais, mais c'est pas la même chose que ce que je fais. Mais ça a l'air cool, ça a l'air d'être compatible, ça a l'air d'être complémentaire à différents niveaux. Donc ça a commencé à m'intéresser sérieusement. Et ça, du coup, c'était pile pendant la période et l'autre déclic en fait dont j'ai parlé dans l'épisode 12, celui sur le choix entre subir et profiter d'une situation. Je parlais de la période où j'étais au service civil, où je faisais un travail de bureau pendant 7 mois, je faisais des trucs pas méga intéressants, j'étais obligé de servir mon pays de cette façon, et en fait je passais mes journées à alterner entre faire le travail qu'on me demandait de faire le plus vite possible, pour pouvoir ensuite faire autre chose, comme par exemple lire des livres, et avant de redemander qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Et puis vu que je faisais les choses rapidement et efficacement, pendant 15 minutes je faisais ce qu'on me demandait de faire, ensuite pendant 15 minutes je lisais mon livre, et ensuite je disais ok, j'ai fini, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et on me disait oh déjà Eric, super, bon alors maintenant tu vas faire ça. Et en gros je passais la moitié de mes journées, plus ou moins, hein, tu vois, ça dépendait des tâches que j'avais à faire autre chose. Des fois j'écoutais des livres audio, des fois je lisais des livres en PDF, et j'avais ma petite fenêtre PDF toute petite, tu vois, en bas à gauche de mon écran, parce qu'il y avait la directrice dans le même bureau que moi, on était dos à dos, mais j'avais envie que si elle se retourne, elle voit plutôt mon dos large plutôt que ce qu'il y avait sur mon écran, tu vois. Donc je me tenais bien droit, tu vois, je mettais la petite fenêtre en bas à droite et j'avais la compta et la tâche que je devais faire en haut à gauche et le petit livre en bas, et puis je scrollais et je lisais mes PDF comme ça. Et je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire une série de livres qui m'a beaucoup plu, les premiers livres sur la musculation au poids du corps que j'ai lus, qui s'appelle Convict Conditioning. En français, ça a été traduit en l'entraînement du détenu, hein, une série de livres
très connues quand même, parce que ça fait un moment qu'elles sont là, elles ont posé un petit peu... c'est un peu, ouais, avec Al Cavadlo. Je lisais beaucoup les livres de Al Cavadlo aussi, des frères Cavadlo, qui se sont fait un petit peu, peut-être les premiers, un nom. Ils sont arrivés un petit peu après Hannibal Forking, etc. Tous ceux qui ont... Frank Medrano, ceux qui ont percé sur YouTube. Eux, c'était un petit peu plus ceux qui ont fait parler d'eux via leur livre. Et Wade, Paul Wade, Coach Wade, il s'appelle celui qui a écrit ses livres sur convict conditioning. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit une vraie personne parce que personne l'a jamais vu. Et il dit il parle en fait qu'il était en prison, qu'il a vu les gens s'entraîner au poids du corps en prison. Bref, que ça soit vrai ou pas, les livres sont magiques. Vraiment, tu lis ça, tu te dis, ça te donnerait presque envie d'aller en prison, tu vois. T'as presque envie d'aller en prison pour te dire, enfin, quand t'es passionné de muscu comme moi à l'époque, tu te dis, putain, si j'étais en prison, j'aurais rien d'autre à faire que de m'entraîner. J'aurais rien d'autre à faire que de designer le plan parfait et de faire comme ce mec, comme tous ces mecs dans les prisons américaines que je lisais. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il y a vraiment pas que du rose dans les prisons américaines qui se passe. Donc voilà, le livre vendait plus du rêve à ce niveau-là plutôt que tous les bails un peu chelous qui doivent se passer là-bas et dont t'as pas envie de faire part. Quoi qu'il en soit, ce livre se concentrait du coup sur certains mouvements au poids du corps. Notamment le premier tome de cette série de livres, il y en a eu 3 ou 4 en tout, hein. Clairement, je les ai tous lus, je les ai tous adorés, mais quand même les 2 premiers, ça a été le coup de cœur, mine de rien, parce que j'ai lu ça et dans ce livre, en fait, il te présentait des progressions sur 6 gros exercices, sauf erreur. Il y avait les pompes, il y avait les relevés de jambes, il y avait les pistol squats, il y avait le pont, le back bridge, tu sais, cette position un peu de yoga comme ça où tu te mets en pont sur les mains, le dos au sol et tu te pousses, etc. Enfin bon, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Il y avait les tractions et il y avait les pompes sur les mains, les handstand push-up. Et en gros, il te faisait, tu vois, il te faisait pas mal de choses que j'ai fait ensuite par la suite parce que c'est une excellente méthode pour apprendre les choses et c'est donc des très bons conseils à donner aux gens. C'est aussi ce que je conseille aux gens de faire quand ils veulent apprendre à faire une pompe à un bras. Eh bien, tu commences par réussir à faire des pompes sur les genoux, ensuite à faire des pompes normales, ensuite tu trouves plein de petites progressions entre la pompe à 2 bras et la pompe à 1 bras pour les rendre de plus en plus asymétriques jusqu'à avoir la force nécessaire pour faire des pompes à 1 bras. Et en gros, dans ce livre, il t'apprenait un petit peu tout ça. Il t'apprenait à faire des squats normaux, puis jusqu'à faire des squats à une jambe, des relevés de jambes, les tractions jusqu'à faire des tractions à 1 bras, et les handstand push-up jusqu'à faire des handstand push-up à 1 bras. Bon, ça, c'était un peu abusé. En vrai, même le mec dans le livre, sur les photos, qui soi-disant fait des handstand push-up à 1 bras, je demande à voir en vrai, parce que les handstand push-up à 1 bras, ça court pas les rues, clairement. Quoi qu'il en soit, il a réussi à me vendre du rêve comme jamais et ça m'a fasciné. Mais tu vois, j'étais à fond dans cette période de muscu où j'étais vraiment en mode purée, il faut absolument que je prenne du muscle. Là, tout ce que je fais, ça marche de ouf. Mon développé couché, mon squat, tous mes gros exercices, j'augmente régulièrement le poids, je suis en train de me renforcer comme pas possible. Donc j'avais pas envie de trop m'encombrer avec des petites pompes et des petits ponts et des petits squats et tout ça. Mais clairement, je commençais à les intégrer un petit peu, comme ça, au hasard, des fois un peu à l'échauffement. Évidemment, à l'échauffement, je me suis toujours échauffé au poids du corps, tu vois, je faisais des pompes, des squats, des machins, des trucs avec des élastiques, etc. Et vers la fin de mes entraînements aussi, j'apprenais un petit peu le pistol. Je me souviens, je faisais des pistoles partiels où je devais m'asseoir, tu vois, des box pistol squat. Tu fais des pistoles à une jambe, mais tu t'asseyes sur un banc ou sur une boîte à hauteur intermédiaire parce que tu n'arrives pas encore à descendre jusqu'en bas, etc. Je testais des petits trucs. J'ai aussi commencé à entraîner le pont. Parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez sympa. Et surtout dans le livre, en fait, il te le vend super bien, le pont. Parce qu'il te dit que c'est un truc extraordinaire pour te maintenir en bonne santé. Ça te permet à la fois de renforcer tout l'arrière de ton corps, tout en étirant tout l'avant de ton corps. Tu étires tout l'avant du corps, tu renforces tout l'arrière. Bref, c'est un exercice extraordinaire. Et j'y crois. Et c'est pas des conneries ce qu'il raconte là-dedans. C'est vrai. Et cet exercice, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Je vais commencer à en faire régulièrement. Ça peut que m'aider à faire tout ce que je veux dans ma vie. En fait, d'un point de vue musculation, ça va me maintenir aussi en bonne forme, en truc. Et puis, voilà, ça va me maintenir ça va permettre ça va pas pénaliser mes progressions pour prendre des bras, tu vois. C'est à partir du moment où c'était pas le cas, je me suis dit bon, ça peut que m'apporter du plus et j'ai commencé à jouer un petit peu avec tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai fini par arriver au 2e tome de ce livre. Alors la chronologie, je me souviens plus exactement quand c'était, mais ce 2e tome, c'est celui qui a été un petit peu le déclic pour moi en fait concrètement. Dans ce 2e livre, il parle entre autres de l'entraînement du cou
de l'entraînement de la poigne. Donc il y a plein d'exercices, il y a plein de choses que j'ai plus ou moins appliquées. La poigne, je l'avais pas mal entraînée avec les techniques. Tu vois, les techniques en gros, c'est que tu te suspends à 2 bras à une barre, ensuite tu suspends à un bras, c'est super. Ensuite tu t'accroches à des serviettes que tu suspends à une barre, et là tu vois c'est plus du tout la même force. Tu peux pas juste te reposer sur une barre, là tu dois serrer la serviette comme pas possible. Enfin bref, c'est de l'entraînement de grimpeur, tu vois, concrètement. Mais à nouveau il y avait ce système de progression, ce système de récompense, ce système de il y a le palier 1 jusqu'au palier 8 et toi t'as envie d'atteindre le palier 8, t'as envie de monter au niveau 8, tu vois. C'était un peu gamification comme ça, et c'est comme ça que ça c'est ce qui marche très bien dans le poids du corps. C'est aussi pour ça que ça c'est aussi populaire, c'est que vraiment c'est assez gratifiant de monter de niveau. Et c'est un petit peu plus gratifiant de monter de niveau en changeant de variation et de progression que simplement en rajoutant 5 kilos à la barre en salle de muscu. Et ça, on dira, c'est éventuellement un des avantages de la musculation au poids du corps sur la musculation salle. Mais voilà, tous ces avantages, je vais plutôt en parler, toute cette comparaison, je vais plutôt en parler à la fin de l'épisode, histoire de tout faire un petit peu au même endroit. Donc, il parlait du cou, il parlait de la poigne, mais aussi et surtout, attention les oreilles, mesdames et messieurs, il parlait aussi du drapeau. Et oui, le drapeau, le fameux. Et bien bon, vu que j'ai choisi le pseudonyme Eric Flag par la suite, tu te doutes bien que c'est pas tombé complètement par hasard. Je pense que du coup, ce livre a inspiré un petit peu mon nom de scène, tu vois. Donc j'ai une relation assez particulière avec ce livre parce que c'est lui qui m'a vendu du rêve sur le drapeau, qui m'a dit ok, le drapeau en fait, tu peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Il suffit de faire ça, et une fois que t'es au niveau 8, eh bien tu as le drapeau, tu vois. Donc là, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Clairement, et il m'a convaincu, le mec. Je pense que je peux y arriver, apparemment, et j'ai vraiment voulu réussir à faire ça. Et tu vois, au petit à petit, tout cela, ça m'a redonné un peu des motivations dans ma pratique sportive. Parce que comme je l'ai dit avant, dans la musculation classique, je commençais à atteindre le bout, parce que pour moi, la musculation, c'était intéressant du coup pour apprendre à contrôler l'aspect de mon corps. Mais là, on était en train de me dévoiler un monde dans lequel on peut apprendre à contrôler son corps dans l'espace. Donc c'est encore une nouvelle dimension du contrôle sur soi-même. Et j'avais compris avec la musculation que quand tu apprends des choses sur ton corps, par définition, tu es obligé d'apprendre des choses dans la tête également. Ça va de pair, hein, le mental et le physique. C'est pour ça que je parle de développement mental et physique, parce que les deux sont extrêmement liés et les deux me passionnent sincèrement. C'est aussi pour ça, je ne pourrais pas parler que de l'un ou que de l'autre. Après, tu vois, tout ce qui est développement physique, ça a un petit peu plus sa place, par exemple, en vidéo, pour pouvoir montrer des choses. Et c'est aussi pour ça que dans ce podcast, je parle un petit peu plus de développement personnel et du côté mental. Mais voilà, tu vois, de temps en temps, des petits épisodes sur le sport, comme celui-là. Mais voilà, toujours. Et ça se passe toujours beaucoup dans la tête. Et donc, je découvre ce nouveau monde de contrôle qui m'était inaccessible jusqu'à présent, sauf qu'on était en train de me présenter, en fait, la façon de pouvoir rentrer. Et en plus, forcément, je me disais, ça fait un moment que je fais de la muscu, quand même, je devrais pouvoir réussir le niveau 1, tu vois. Et effectivement, le niveau 1 de faire des pompes, évidemment que j'y arrivais depuis un moment. Donc moi, j'ai pas débarqué dans le street workout, la musculation au poids du corps, comme ça, comme une fleur, complètement débutant. Je suis passé par la case musculation avant. Et voilà, c'est exactement ce que je te raconte dans cet épisode. Du coup, à partir de là, ça m'a chauffé. Là, réellement, j'ai commencé à prendre ça un petit peu plus au sérieux et j'ai intégré l'entraînement du drapeau environ 2 fois par semaine dans mes entraînements de musculation normale, que je continuais à suivre religieusement, hein. C'était vraiment important. Pour moi, ça me le rendait bien. Je voyais que je progressais, je gagnais en force, je gagnais en muscle et c'était encore très important pour moi. Mais je me disais, je peux sûrement faire les deux parce que le drapeau, tu vois, c'est un mouvement. T'as pas besoin d'y mettre 4 heures par jour, tous les jours. Clairement, il suffit de le faire un petit peu de temps en temps. C'est un mouvement très spécifique de se mettre sur le côté de son corps, d'engager toute la chaîne latérale du corps. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entraîne très peu en musculation classique. Généralement, on entraîne l'avant, on entraîne l'arrière, on entraîne le bas, le haut, mais le côté, on n'entraîne pas vraiment. Et c'est aussi ce qu'il disait dans son livre, comme quoi c'était extrêmement bien de faire des drapeaux pour tout le monde. Tu vois, il vendait le truc à tous les niveaux comme il fallait. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Je faisais ça plutôt au milieu ou à la fin de mes séances. Je me faisais mes petites séries de drapeaux où d'abord tu commences avec les jambes pliées, etc. T'apprends à sauter en l'air, t'apprends à tendre les jambes, à descendre en négatif et à ralentir la descente. Tu apprends grosso modo ce que j'ai fait dans mon tutoriel sur YouTube pour apprendre le drapeau, sauf que mon tuto,
Voilà, à mon avis, il est plus complet. Il est plus complet. Il y a plus d'étapes, il y a plus d'informations. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai voulu aussi retransmettre dans cette vidéo sur YouTube, qui, selon moi, est la plus complète que tu puisses trouver sur comment apprendre le drapeau. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Clairement, quoi qu'il en soit, je m'égare un petit peu au fur et à mesure des mois. Du coup, je m'améliorais un petit peu sur ce drapeau. Et puis, forcément, si je commence à m'améliorer un petit peu au drapeau, je me dis, tiens, il y a sûrement d'autres figures du genre qui ressemblent. Et j'ai ainsi commencé à jouer gentiment avec le handstand, à essayer de me mettre en handstand contre le mur, etc. Le back lever aussi également. C'est difficile de décrire un petit peu ces figures par oral si tu ne les as jamais vues. Le back lever, en fait, tu t'accroches à une barre et tu te mets à l'horizontale, parallèle au sol et face au sol, en tenant la barre au-dessus de toi, derrière ton dos. Voilà, bon, je pense que c'est la seule figure que je vais essayer de décrire parce que c'est pas hyper évident de se représenter ça si on l'a jamais vu, et je me dis que bon, si tu me connais, peut-être que tu connais un petit peu cette terminologie, on dira. Mais voilà, alors j'ai commencé un petit peu le handstand, le back lever, ça donnait pas grand chose parce que je prenais pas ça très au sérieux en fait. Ce qui était sérieux et important pour moi, c'était la muscu, c'était pousser des poids. Mais du coup, vu que j'avais aucune attente particulière vis-à-vis de ça, j'en faisais de temps en temps, je faisais un petit peu des handstand au début, je faisais des handstand à la fin, le back lever, je tentais de temps en temps un petit peu des petites progressions et tout ça. J'étais pas pressé du tout car c'était secondaire, donc je progressais pas. En fait, je progressais, mais très lentement. Parce que c'était pas prioritaire dans mes séances, mais par contre ça me faisait progresser de façon sûre, tu vois, j'étais pas en train de rusher les étapes, j'étais pas en train de me dépêcher, oh vite il faut que j'essaye de faire la planche parce que je suis ultra chaud, alors que en fait mes articulations sont pas du tout prêtes et j'ai juste énormément de chances de me blesser si j'y vais trop vite. Non, donc j'ai pu y aller gentiment, j'ai pu y aller sans aller trop vite parce que c'était juste du fun, c'était pas sérieux en fait, tu vois, j'étais pas en mode il faut absolument que je m'améliore. Et cette façon de voir les choses m'a permis d'apprendre gentiment mes premières figures, on dira, tu vois, Rémi, tu me demandais un petit peu l'ordre dans lequel j'ai appris mes figures. Alors, je pense que la première figure que j'avais appris, peut-être, ça devait être le L-sit parce que j'avais appris ça. J'avais appris ça assez rapidement lors de la musculation. Pourtant, c'est pas vraiment un mouvement. Enfin, quand je faisais de la muscu, c'est pas vraiment un mouvement qui est recommandé en musculation. Vraiment, enfin, c'est pas en faisant des L-sit que tu vas devenir bodybuildé. Par contre, pour les abdos, ça a de la valeur et c'est éventuellement comme ça qu'on arrive à le vendre le mieux possible, le L-sit. Mais en fait, moi, j'avais appris le L-sit parce que déjà, je trouvais ça relativement stylé, mais surtout parce que j'avais compris après de longues années de musculation, j'avais compris ma leçon au niveau de la souplesse. Parce que la souplesse, ça va de pair avec se sentir bien, ça va de pair avec être musclé, être polyvalent, être fonctionnel. Et en plus, ça va énormément de pair avec être performant en street workout et en musculation au poids du corps, bien plus qu'en musculation. C'est pour ça qu'on a tendance à délaisser cela en musculation. En tout cas, c'est un petit peu le cliché stéréotype, on dira, du gros bodybuilder qui arrive plus à toucher ses coudes l'un de l'autre, qui arrive plus à toucher ses coudes. Ils n'arrivent pas à coller leurs coudes l'un contre l'autre parce qu'ils ont trop de muscles, etc. Et c'est aussi parce qu'ils ont trop de muscles, bien sûr, mais aussi parce que parfois l'entraînement de la souplesse, de la mobilité est un petit peu délaissé. Et j'ai une petite anecdote à ce propos. Ce qui m'a aussi motivé à ne pas délaisser ma souplesse, c'était justement quand j'étais au lycée. 17-18 ans, c'était quand j'avais commencé la musculation. Après une année de muscu ou quelque chose comme ça, il y avait un pote dans ma classe, on va l'appeler Xavier, mais il s'appelait pas Xavier. Xavier, il faisait de la muscu, c'était un gros taré. Ses parents, en fait, ils possédaient une chaîne de fitness, lui, il allait s'entraîner tout le temps dedans. Le mec, à 16 ans, il était énorme, mais il était pas énorme en mode bodybuilder dopé d'aujourd'hui, tu vois, il était énorme aux yeux de tous les petits lycéens de 16 ans qui n'ont jamais fait de muscu de leur vie comme moi. Il était vraiment musclé, le mec, mais il était très musclé quand même, pour le coup, et lui n'arrivait pas à toucher ses deux coudes. Et il était très cool, on était potes, tu vois. Moi, j'avais au lycée, je m'entendais pas très bien avec tout le monde. Il y en a qui me cassaient bien les couilles, quoi, littéralement, qui m'emmerdaient pas mal. Je me suis pas mal fait emmerder. C'était quand je me suis fait emmerder. Ouais, c'était au lycée. C'est au lycée, clairement. Je me suis pas mal fait emmerder. Mais bon, ça, tiens, j'en ai jamais parlé dans ce podcast, je crois. Bon, ça viendra peut-être dans un autre épisode, quand la période où je me suis fait un peu victimiser au lycée. Voilà, ça m'a sûrement beaucoup aidé à me renforcer. C'est aussi pour ça que j'ai voulu aller commencer à faire de la muscu, je pense, pour pouvoir me défendre et pour pouvoir avoir confiance en moi. Et qu'on arrête de m'emmerder, ce qui a fonctionné manifestement, on m'emmerde moins aujourd'hui. C'est très très cool. Et Stéphane,
Putain, vas-y, j'ai balancé son prénom. Bon, Stéphane, il s'appelait Stéphane. Voilà, désolé Stéphane. De toute façon, je ne vais pas dire son nom de famille. Je sais même pas pourquoi je voulais. Ah bref, Stéphane est un mec extrêmement cool. J'ai complètement perdu contact avec lui, mais il faisait beaucoup de muscu et il n'arrivait pas à toucher ses 2 coudes parce qu'il était trop musclé, mais aussi c'était pas le roi de la souplesse. Et c'est là que je me suis dit, ok, Stéphane, il a des gros bras, des grosses épaules, c'est grave cool. J'aimerais bien avoir ça, mais j'aimerais bien avoir ça tout en pouvant toucher mes pieds aussi debout, parce que j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de faire de la muscu, mais j'ai pas envie que ça m'handicape, tu vois. J'ai pas envie de devenir handicapé parce que j'ai trop gros muscles. Et en plus, quand t'as des muscles suffisamment gros pour être limité dans pas mal de mouvements de la vie, c'est que tu as probablement déjà dépassé le seuil à partir duquel les gens normaux te disent que tu es trop musclé. C'est-à-dire que tu commences à plaire de moins en moins aux filles, on dira, parce que c'est vrai que beaucoup de muscles, trop de muscles entre guillemets, ça ne plaît pas nécessairement aux autres. Et ça tombe bien, hein. Heureusement qu'on le fait pas pour les autres, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que moi je savais qu'il y avait certaines limites que je voulais pas dépasser. Et donc, pour en revenir à la fin pour terminer cette anecdote, eh bien, au bout de quelques années de muscu, quand j'ai commencé à comprendre un peu ce qu'il fallait faire, je me suis dit, tiens, je commence à muscler, bah, ce serait bien de rester à peu près souple. Et la souplesse, tu vois, j'ai fait des vidéos sur la souplesse, je suis assez souple, j'aime penser que je suis quand même clairement assez souple par rapport à ma masse musculaire. Et on me demande souvent, bah Eric, la souplesse, comment tu as fait pour devenir souple, etc. Et long story short, tu vois, pour dire les choses comme elles sont, eh bien, je suis simplement devenu souple en 3 ou 4 ans, tu vois. Je suis pas devenu souple en faisant des séances de souplesse de 3 heures par jour, 4 fois par semaine. Non, pas du tout. C'est juste que j'en faisais un petit peu de temps en temps, un petit peu comme j'ai commencé la musculation poids du corps. J'en faisais un peu, tu vois, comme ça, à la fin de mes séances, de temps en temps, j'y pensais. De temps en temps, je me chauffais de ouf et je faisais une vraie séance de souplesse chez moi ou bien à la salle parce que j'étais tellement content d'aller à la salle de musculation, tu vois, c'était tellement cool que pendant mes jours de repos, des fois, j'y allais juste pour y aller, mais je savais que je devais pas m'entraîner parce que sinon c'était contre-productif pour ma récupération. Et donc, je faisais vite fait les abdos et surtout, je faisais de la souplesse. C'était une excuse pour aller quand même à la salle, là où je me sentais le mieux dans ma vie presque. Enfin, en tout cas, je me sentais extrêmement bien quand j'allais à la salle de muscu. Donc, j'y allais pour tout et pour rien. Donc, j'y allais pour faire un peu ma souplesse. Mais tu vois, une fois par-ci, une fois par-là. Et puis, au bout du compte, quand tu additionnes tout cela sur 3 ou 4 ans, et bien là, je suis gentiment devenu souple. Et là aussi, il y a aussi un feedback assez clair et net quand tu essayes de toucher tes pieds quand tu es debout ou de les toucher quand tu es assis en gardant les jambes tendues. Eh bien, tu vois bien, est-ce que tu es à 5 cm? Est-ce que tu arrives à les toucher? Est-ce que tu arrives à mettre les mains derrière les talons? Est-ce que tu arrives à aller chercher encore plus loin de tes pieds? Il y a un feedback assez clair, mesurable et du coup, tu peux voir tes progrès. Et ça, c'est assez motivant. Bref, j'étais déjà relativement souple et j'avais compris l'intérêt de la souplesse et c'est pour ça que j'ai appris le L-sit assez rapidement, l'équerre, on appelle ça l'équerre en français, je crois. C'est un mouvement surtout de gymnastique, sauf erreur, mais qui fait partie des fondamentaux qui sont très importants pour le street workout aussi. Et comme j'en ai parlé, le pont, j'avais appris grâce à ce livre, ça me donnait trop envie. Le pont, c'est hyper stylé parce que dans le livre, en fait, la dernière progression du pont, c'était tu es debout, tu te penches en arrière, tu tombes en pont sur tes mains et ensuite tu te remets debout juste en poussant un petit peu sur tes mains, tu vois, un petit peu comme dans Matrix, quand il évite les balles, il se penche en arrière, il tourne les bras, le monde ralentit, boum, tu vois les balles qui passent, tu les évites et tout, et ensuite tu te remets sur tes pieds. Eh ben, ça t'apprend à faire ça. Et d'ailleurs, le tout premier tuto que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, ça devait être, je sais pas, ma 4e vidéo, un truc du genre, eh bien, c'était un tuto pont, tu vois. J'ai fait un tuto là-dessus sur comment réussir à progresser au niveau du pont jusqu'à pouvoir te tomber en pont et remonter. Bref, j'ai jamais trop aimé entraîner la souplesse, mais d'avoir ces objectifs cool, d'avoir ce feedback, d'avoir le fait, ok, si je m'entraîne à la souplesse, c'est pas juste parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé, c'est parce que ça va m'aider à obtenir ces figures que je trouve stylées et que j'ai envie de pouvoir faire, tu vois. D'avoir ces objectifs, ça m'a motivé à la longue à être apparemment suffisamment régulier pour, au fur et à mesure des mois, quand même avoir des résultats à démontrer pour mes efforts. Donc j'avais le L-sit, j'étais en train de gentiment jouer avec le handstand, le back lever, le drapeau, tout ça, et j'ai maîtrisé d'autres petites figures de base que j'ai testées, qui m'ont aidé ma force, mes fondations en musculation évidemment m'ont beaucoup aidé parce que quand j'ai commencé à m'entraîner efficacement, j'ai commencé à faire beaucoup de dips lestés et de tractions lestées qui sont des exercices que je recommanderais énormément à n'importe qui veut s'améliorer en street workout et en musculation poids du corps, c'est de faire des dips lestés, des tractions
tractions lestées parce que c'est des mouvements au poids du corps, mais tu rajoutes du poids. Ça veut dire que ça te permet de créer une force brute assez impressionnante là-dedans. Et quand tu arrives à faire des tractions lestées avec 50 kilos attachés, tu seras déjà largement plus proche de réussir à faire une traction à un bras. Et c'est d'ailleurs un des exercices clés pour réussir à avoir la traction à un bras, en plus de faire du vrai travail asymétrique où tu fais des tractions à un bras négatives ou assistées, et bien faire des tractions lestées, c'est extrêmement intéressant. Et donc, moi je faisais ça, pas pour apprendre la traction à un bras, mais pour gagner du muscle dans le dos, et ça marche extrêmement bien. Quand tu fais des tractions lestées avec 50% de ton poids du corps attaché à toi-même, je peux te dire que normalement, ton dos, il est relativement solide. Donc avec tout ça, j'avais déjà des bonnes bases muscu et donc certains exercices comme le elbow lever, c'est cette figure où tu te tiens sur tes coudes au sol, parallèle au sol, face au sol, tu t'appuies sur tes coudes. Et bien ça, j'avais beaucoup de facilité dès le départ parce que j'avais la souplesse qu'il fallait au niveau des bras, j'étais pas trop musclé non plus des pecs, donc j'arrivais à rentrer mes coudes dans mon ventre pour tenir dessus et ça, c'est une figure extrêmement facile et accessible, toute chose relative, ça reste une des figures vraiment très faciles dans ce sport en tout cas, mais c'est une figure assez impressionnante. Déjà à l'œil nu, n'importe qui te voit faire ça, tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'y arrive pas, c'est sûr et certain, et il n'y a pas tout le monde qui a déjà essayé, et puis on se rend pas nécessairement compte non plus que c'est pas mal de l'équilibre et de réussir à mettre ses coudes dans son ventre et d'avoir un peu de gainage bien sûr pour tenir, mais ça demande pas tant de force que cela, donc c'est des petites victoires comme ça qui viennent assez rapidement et qui te disent waouh, mais c'est cool, j'arrive déjà à faire ça, je peux sûrement réussir à faire encore d'autres choses. Et souvent, quand je suis sur Instagram et que je me fais taguer dans des publications de personnes qui commencent le street, eh bien, elles publient des photos de leur elbow lever parce que c'est une figure qu'elles arrivent assez rapidement et tout le monde est content et ils ont bien raison parce que c'est un palier cool, ultra intéressant, ultra motivant qui te donne envie de continuer. Donc, j'ai appris à faire ça. Et je crois que c'est dans cette période-là, je me souviens plus vraiment, c'est marrant parce que le muscle-up, tu vois, c'est cette figure où tu pars suspendu à une barre et tu te projettes au-dessus de la barre en faisant une espèce de traction explosive et un dips. C'est une figure assez populaire, très emblématique de quelqu'un qui est en forme, on dira, de quelqu'un qui est musclé, de quelqu'un qui fait de la musculation au poids du corps aussi. Et ça, je me souviens plus très bien à quel moment j'ai eu mon premier muscle-up. Mais vu que je faisais des tractions lestées, des dips lestés, j'avais la force dès le départ pour y arriver. Sauf que la technique, j'ai vraiment galéré. La technique, le balancer, etc. Ça, vraiment, j'avais beau avoir la force, j'ai vraiment eu du mal. Limite, je suis assez rapidement réussi à faire des muscle-up en force, c'est-à-dire des muscle-up lents, où tu montes très lentement et tu poses tes poignets sur la barre pour réussir à passer la transition. Limite, ceux-là, ils étaient plus propres que mes muscle-up balancés parce que j'avais vraiment aucune coordination, aucune agilité, aucune technique. Mais bon, ça c'est venu au fur et à mesure. Bref, je vais écourter un tout petit peu, je vais continuer un petit peu mon histoire parce que je vais encore partir sur un truc un peu long. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, tout en continuant mon entraînement de muscu normal, j'ai fini par avoir le drapeau. J'ai fini par réussir à tenir mon drapeau horizontal sur les espaliers. Je l'entraînais sur les espaliers, tu sais, ces barres parallèles en bois qui sont attachées au mur en salle de gym. J'en avais dans ma salle de muscu à l'université de Lausanne où j'allais m'entraîner tout le temps. Je m'entraînais régulièrement au drapeau et je pense que ça m'a pris 6-8 mois, quelque chose comme ça, 6-8 mois d'avoir le drapeau, en l'entraînant quand même assez régulièrement, mais sans que ça soit quelque chose de particulièrement primordial pour moi. Clairement, c'était pas le truc que je faisais avant mon développé couché, mes squats ou ce qui était beaucoup plus important. Et j'en arrive à une autre anecdote qui est primordiale, qui est extrêmement importante, on dira, et que je raconte à chaque fois qu'on me demande comment j'ai commencé le street workout. Une anecdote qui pourrait te faire sourire, peut-être que tu l'as déjà entendue, je crois que je l'ai jamais raconté dans une vidéo, mais je sais que j'en ai déjà parlé dans des lives sur YouTube il y a bien longtemps. C'est qu'un jour, je m'entraînais à la salle de musculation, normal, je me souviens, très, très bien. J'étais à la salle, il faisait nuit dehors, c'était tard le soir, et j'étais à la barre de squat. La barre de squat, elle est face à un miroir, et dans ce miroir, on peut voir la barre de traction qui était dans le fond de la salle, à côté des espaliers, dans le petit espace où on faisait un petit peu le poids du corps, le fonctionnel. L'espace où il n'y avait jamais personne concrètement, parce que tout le monde était en train de faire la queue pour obtenir les bancs et la barre de squat, parce qu'il n'y avait qu'une seule barre de squat, tu vois, il n'y avait qu'un seul banc de développé couché, bref. C'était pas une salle énorme, et il y avait beaucoup de monde, surtout à cette heure-là. Et j'étais en train de faire mes squats, je me souviens, je suis en pleine série de squats, et là je vois dans le miroir un mec qui entre dans la salle, parce qu'il y a aussi la porte d'entrée qui est visible. Je vois un mec qui rentre
dans la salle, un mec, tu le remarques quand même un petit peu parce qu'il est plutôt beau gosse, il est un petit peu musclé, etc. Et il entre dans la salle et il va surtout au bar de traction pour faire des tractions. Et il n'y a pas beaucoup de monde hein, dans cette salle de muscu qui fait des tractions, surtout pas qui en faisait aussi bien que lui. Et forcément, ça m'attire l'œil. Je me dis, tiens, le mec, il doit souvent s'entraîner au poids du corps, il a l'air d'être plutôt doué et tout. Et je me souviens, le mec fait des tractions et tout, je continue à faire mes squats, et au bout d'un moment, le mec se met à faire des muscle-up. Il monte sur la barre la plus haute de la salle, c'est la seule barre sur laquelle on peut vraiment faire des muscle-up parce que sur les autres barres de traction, il y a encore d'autres barres juste au-dessus, et ce qui fait que tu peux pas monter. Mais il y a une barre transversale très haute sur laquelle, qui doit être à 2,50 m, qui est difficile à attraper facilement. Eh bien, on peut faire des muscle-up là-dessus, et le mec commence à enchaîner des muscle-up dessus. Et là, je me dis, waouh, le mec il est fort, il en faisait au moins 4 ou 5 de suite, je me souviens, tranquille. Et là, moi, je termine gentiment mes squats et je me dis, tu vois, en tant que bon mec qui commence à avoir confiance en lui, je me dis, bon, le mec, il est chaud, il montre à tout le monde qu'il arrive à faire des muscle-up, c'est cool, bah moi, je vais lui montrer que j'arrive à faire des trucs aussi, tu vois. J'étais là en mode, hé mec, tu sais qui c'est l'alpha mâle dans cette salle? Eh ben, c'était pas moi, mais j'avais envie d'essayer de défendre mon territoire imaginaire, tu vois. Donc j'attends que le mec parte faire quelque chose un petit peu plus loin, je sais pas ce qu'il allait faire, je me souviens pas. Et moi je vais aux espaliers, et puis je décide de me faire une petite séance drapeau, tu vois. Je me dis, allez, je vais entraîner le drapeau, allez, pourquoi pas, ça fait un petit moment. Et je commence à taper quelques drapeaux et tout. Ah oui, mais je crois que je les faisais entre mes séances de squat, tu vois, entre mes séries de squats, parce que je suis tellement fort que je me repose même pas entre les squats, je peux faire des drapeaux tellement je suis doué moi aussi, tu vois. Ah là là, du coup je vais faire mes petits drapeaux entre mes squats, et d'ailleurs c'est quelque chose que je faisais aussi pour récupérer, parce que je prenais 3 à 5 minutes de repos entre mes séries super lourdes de squats, de développé couché et tout ça, donc j'avais le temps de faire un petit peu de handstand et de drapeaux entre deux. Voilà, pour ma défense, je faisais ça aussi normalement, je me souviens. Bref, je vais faire mes squats, je vais faire mes drapeaux, et je reviens faire mes squats, et le mec retourne faire des muscle-up. Voilà, je suppose qu'il m'a vu faire mes drapeaux, mais je suis pas sûr, mais je me dis bon, voilà, comme ça, j'ai posé mes bails aussi là, moi aussi j'arrive à faire des trucs, et je finis mes squats tranquillement, je range mes poids, etc. Et lorsque je quitte la barre de squat, ce mec en question vient vers moi et il vient me parler. Et je pense que tu t'en doutes peut-être, en tout cas d'autant plus si tu avais déjà entendu cette histoire. Eh bien ce mec, c'était Elio. Évidemment, c'était Elio Avila Munoz, tu vois, un très très bon ami à moi aujourd'hui, qui est déjà venu sur ce podcast, qui a sa propre chaîne YouTube, qui fait du street workout également. Et c'était la première fois que je rencontrais ce mec. Et ce mec m'a dit « Hey, j'ai vu, tu fais des drapeaux et tout, c'est cool, est-ce que tu fais du street workout toi aussi ?» Et je lui dis non, pas vraiment, enfin je fais des trucs comme ça de temps en temps, je m'entraîne un peu, mais tu vois, j'arrivais à tenir le drapeau, donc j'étais quand même relativement crédible en mode oui, j'ai un tout petit niveau en street, tout ça. Et le mec me dit, Elio, parce que Elio est quelqu'un de très extraverti, de très ouvert, et moi j'étais habitué à la culture salle de sport. La culture salle de sport, selon moi, c'est beaucoup plus, tu as tes écouteurs, tu fais tes bails dans ton coin et tu parles pas vraiment aux autres, sauf pour leur demander combien de séries il leur reste, ou bien si on peut alterner à la barre à squat, tu vois. Elio, lui, est très ouvert, il a aucun problème à aller parler aux gens qu'il ne connaît pas, et clairement, il est venu me parler, alors que moi, j'aurais sûrement pas été, je l'avoue ouvertement, j'aurais jamais été parler à ce mec, tu vois. Tu vois, je l'observais, je faisais attention à ce qu'il faisait, etc., mais c'est pas pour autant que j'allais lui parler, j'étais pas comme ça. Et lui est venu me dire ça, et très cool, très ouvert. Il me dit il y a un nouveau parc de street workout à Lausanne, à Chaudron, on va régulièrement s'entraîner avec des potes, tu devrais venir t'entraîner avec nous, ça pourrait être cool, on fait du street tous ensemble, c'est bien sympa. Et il me propose de m'ajouter au groupe WhatsApp où il y a ce groupe de potes qui fait du street régulièrement. Et clairement, lorsqu'on me demande comment j'ai commencé le street, eh bien, quand j'ai commencé le street, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que je compte officiellement. Parce qu'à partir de là, je me suis laissé prendre par l'invitation. Je suis allé m'entraîner à ce parc de street. Tu vois, c'est un parc de street workout avec des barres à dips, des barres parallèles, des barres de traction. Il y a aussi une échelle pour faire le drapeau. Bref, c'est un des premiers parcs de street qui a été construit dans la région où j'habite aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a des dizaines de ces parcs. On a énormément de chance. Toutes les communes se sont donné le mot pour favoriser pour sortir les jeunes de la rue, je sais pas, pour favoriser l'image d'une commune saine et dont favoriser le fitness urbain, tu vois, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, nous, on est vraiment les derniers à se plaindre pour ça.
Eh bien, je suis allé m'entraîner avec ce groupe et j'ai trouvé ça très très cool. Parce que l'ambiance n'était pas du tout la même qu'en salle de muscu. Tout le monde se connaît. Quand tu arrives à un parc de street, moi quand j'arrive à un parc de street aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est une espèce de règle un petit peu implicite comme cela. Quand tu arrives au parc de street, tu dis bonjour à tout le monde. Toujours, tu dis bonjour à tout le monde. Limite, tu checkes tout le monde. Tu fais un petit fist bump comme ça à tout le monde. Tu dis bonjour, même aux gens que tu connais pas. Et clairement, à la salle de muscu, ça se fait pas. Quand tu rentres dans la salle, que tout le monde est occupé, t'es pas en train de gueuler. Hey, salut, et toi, ça va? Ouais, ok. Sauf si t'es vraiment l'ancien qui est là depuis 10 ans, qui connaît tout le monde, qui est pote avec la réceptionniste et parce qu'il passe sa vie dans la salle, ou parce que tu as la chance d'être dans une salle avec beaucoup de réguliers, de passionnés qui se connaissent, etc. Mais moi, voilà, j'étais dans une salle étudiant où les gens, ils changent tous les ans, tu vois. Tous les ans, il y a des étudiants qui partent, il y a des étudiants qui arrivent, donc j'étais pas habitué à ce genre d'ambiance. Et c'était génial. Moi, j'adore m'entraîner tout seul. Aujourd'hui encore, j'adore m'entraîner tout seul parce que c'est comme ça que j'ai appris, que je suis là pour moi, que je suis là dans ma tête avec mon programme, que personne n'a le même programme que moi, donc ça ne fait pas de sens d'aller faire la même séance qu'un pote en même temps que lui, tu vois. Donc voilà, mais j'ai découvert cette ambiance et le fait de pouvoir s'entraîner ensemble, qui évidemment qui d'un côté n'est pas le plus efficace quand tu as un programme à suivre, quand il y a un mec qui veut tout d'un coup partir dans une séance front lever alors que tu n'avais pas prévu ça, tu vois. C'est pas peut-être le meilleur moyen de s'entraîner, de s'améliorer le plus efficacement possible en termes de temps, mais purée, c'est un kiff de faire ces séances de 3-4 heures avec des potes autour à la fin de l'été, quand il fait encore jour à 19h, c'est un truc de fou. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement au street workout. Je continuais d'aller à la salle de musculation pour continuer à m'entraîner mes jambes, tout comme à continuer à faire du lesté, parce que voilà, j'avais pas de poids, j'adorais faire des tractions, des dips lestés, et j'ai rapidement compris que c'était une très bonne chose de continuer à faire ça pour être fort en street workout, mais la grosse majeure partie de mes séances, lors de la belle saison, en tout cas clairement, se passait dehors au parc de street, à faire des mouvements au poids du corps avec des barres et rien d'autre de plus. Alors, comment est-ce que j'ai structuré mes entraînements à partir de là? Comment est-ce que j'ai appris, comment est-ce que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement au poids du corps? Eh bien, moi, je venais du milieu de la musculation. J'ai amené toutes mes connaissances en musculation avec moi au parc de street. Et voilà, en musculation, je me considérais clairement comme étant intermédiaire. Tu vois, j'étais plus débutant depuis bien longtemps. J'aurais pas la prétention de dire que j'étais avancé, mais j'avais des bonnes connaissances, j'avais pas mal d'expérience, j'avais une bonne masse musculaire, enfin bref, j'avais fait mes preuves, je pense, et j'étais passé sur du push-pull legs en split, c'est-à-dire que je séparais tout ce qui est poussé, c'est-à-dire pec, épaules, triceps généralement, tout ce qui est tiré, qui est plutôt dos, biceps, généralement je faisais les abdos en même temps, et une séance jambes, généralement jambes, je faisais jambes abdos, et puis je faisais un peu de souplesse, enfin ce genre de choses. Donc bref, j'avais 3 séances différentes pendant une bonne partie de mes années de musculation, je faisais ça, et j'ai aussi pas mal joué avec le push-pull, où j'avais juste 2 séances, une séance poussée et une séance tirée, à chacune desquelles je rajoutais des exercices jambes. Par exemple, push, je mettais le squat, parce que le squat, bah, tu pousses sur tes jambes, donc je mettais le squat avec la séance push. Et le soulevé de terre, bah, tu tires, hein. C'est aussi un exercice de dos, tout comme c'est un exercice d'ischio et de l'arrière. Ça entraîne beaucoup l'arrière du corps, mais c'est un exercice tiré. Et je le mettais avec ma séance tirée, et je faisais encore des pistol squats et d'autres choses, histoire d'avoir que, voilà, comme ça j'avais que 2 séances alternées. Ça me permettait d'entraîner plus régulièrement les groupes musculaires qui étaient quand même plus importants pour moi, c'est-à-dire le haut du corps, hein. Clairement, moi j'avais envie d'avoir des abdos, des pecs, etc. Et aller à la salle uniquement pour faire les jambes, ça me motivait moins. C'est pour ça que je faisais des abdos, que je faisais la souplesse en même temps, etc., histoire de trouver plus de motivation d'y aller. Mais voilà, en gros, j'étais assez souvent, en moyenne, j'étais sur du 4 séances par semaine quand je faisais de la musculation. J'ai testé 5 pendant un bon moment, hein. À mes débuts, je m'entraînais 5 fois par semaine, parce que j'y allais tous les midis, je me souviens. Que j'avais un split, que j'avais un entraînement qui était axé là-dessus. Je ne m'entraînais pas 2 heures par jour, 5 jours par semaine, bien sûr, c'était des séances un petit peu plus courtes, mais aussi j'étais débutant, les charges n'étaient pas très lourdes, c'était pas très intense, j'apprenais encore la technique, et quand tu apprends à faire quelque chose, bah, plus tu le fais, plus tu le répètes,
plus vite tu l'apprends, tu vois. Le développé couché, il faut savoir comment faire, le squat, il faut savoir comment faire. Ça s'intègre au niveau de on t'explique comment faire et tu le fais bien, mais ça s'intègre aussi dans ta tête. Et pour que ça s'intègre dans ta tête, il faut renforcer les circuits neuronaux de cela, et pour le faire, il faut le faire. Pour le renforcer, il faut le faire, le répéter encore et encore. Et du coup, j'étais débutant, j'étais jeune, j'étais en pleine forme, donc 5 fois par semaine, ça allait bien. Mais ensuite, j'ai dû réduire. Clairement, j'ai dû réduire pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que quand j'ai commencé à avoir du niveau, j'ai commencé à soulever des trucs lourds. Quand j'ai commencé à faire, des squats à 110, 120, des développés couchés à 100 kg, des dips à 60 kg, des tractions à 45 kg, là, ça devient intense. Ça devient vraiment intense pour le corps. Et clairement, je sentais que j'avais besoin de récupérer. Plus, je peux pas aller m'entraîner 2 jours de suite, une grosse séance intense. Parce que quand j'ai commencé à m'entraîner correctement, je me suis rendu compte que faire des séries de 22, c'était pas très très utile en fait pour avoir des gros muscles et avoir de la force. Faire des séries de 22, c'est pas ouf. Par contre, faire des séries de 5 ou 6 avec des poids très lourds qui te permettent pas de faire la 7e répétition tellement ils sont lourds, au niveau du cerveau, ça tape très très fort, hein. C'est vraiment, ça fatigue le système nerveux central. Clairement, il faut aussi lui laisser récupérer. Même si aujourd'hui tu entraînes les pecs et demain tu entraînes le dos, ton cerveau tu l'entraînes les 2 jours. Donc il y a aussi quelque chose à faire attention à ce niveau-là. Et autant pour mon cerveau que pour mon corps, il fallait que je me repose plus. Et pendant une période, j'y allais que 3 fois. Ça, c'était aussi pour mon emploi du temps. Mais en moyenne, je suis à peu près à 4 séances. Aujourd'hui, en fait, je suis à 3 séances et demie par semaine. Pourquoi ? Parce que je me suis stabilisé et je m'entraîne 1 jour sur 2. Clairement, là, juste après ce podcast, je vais aller m'entraîner dehors au soleil, séance street, ça va être méga bien, je me réjouis. Demain, je ne m'entraîne pas et après-demain, j'y retourne. Moi, clairement, dans ma tête, c'est aujourd'hui, tu t'entraînes si hier, tu t'es pas entraîné. Aujourd'hui, tu t'entraînes pas si hier, tu t'es entraîné. J'ai la chance d'avoir un emploi du temps entièrement flexible aujourd'hui, tu vois. Pour moi, tous les jours sont les mêmes, hein. Qu'on soit samedi, dimanche ou jeudi, pour moi, c'est je travaille et je m'entraîne si je me suis pas entraîné la veille. Donc voilà, étant donné que j'ai pas une vie de famille, j'ai pas un travail cadré du lundi au vendredi, je peux faire ça parce que je sais que c'est optimal pour moi, pour ma récupération. Je disais, je suis parti du principe que j'étais peut-être du coup aussi intermédiaire en musculation au poids du corps. Peut-être que c'était faux. Et clairement, j'étais largement plus débutant en poids du corps quand j'ai commencé à m'entraîner dehors au bar que je l'étais en muscu. Mais je me suis dit, tu vois, comme tout bon go muscu qui se respecte, les go muscu entre guillemets, et je m'inclus dedans, pour moi c'est pas péjoratif comme terme, go muscu, je trouve ça même plutôt drôle en vrai, je trouve ça drôle. Moi qui étais un fanat de muscu, qui avait des gros bras et des bonnes épaules quand même déjà, je me dis bon attends, c'est bon, faire des tractions, c'est bon, je devrais y arriver, tranquille, je suis déjà avancé, je suis pas débutant. Et ouais, bon j'étais un peu entre deux, je pense, j'étais pas débutant complet bien évidemment, mais il y a énormément de choses quand tu commences la musculation au poids du corps qui n'est pas du tout pareil que la musculation en salle. Par exemple, tous les mouvements avec les bras tendus, tout ce qui te demande de garder les bras tendus et d'avoir de la force en tirer et en pousser à bras tendus, comme par exemple quand tu fais un front lever ou une planche et que tu dois faire ça avec les bras tendus, jamais tu fais ce genre de mouvement en musculation. Ou alors tu es debout avec des haltères pour faire les épaules, et encore tu plies au coude parce que ce que tu veux, c'est pas entraîner la force à bras tendus, c'est vraiment entraîner tes épaules. Donc il y a vraiment plein de choses comme cela. Voilà, qu'il faut apprendre sur le tas et que peut-être t'es pas au courant, mais voilà, t'apprendras assez rapidement qu'il y a certains exercices que tu vas avoir beaucoup de mal malgré le fait que tu te crois fort et puissant. Mais quand j'ai commencé au poids du corps, je suis parti sur un push-pull. J'ai gardé un petit peu mon split que j'avais en musculation. Je faisais des séances poussées, des séances tirées, et j'allais souvent m'entraîner en salle pour faire cela également, parce que ça m'aidait pour pouvoir faire les jambes, etc. J'ai passé pas mal de temps au début à entraîner mes jambes au poids du corps, parce que j'avais envie de maîtriser à fond le pistol squat, le shrimp squat, les 6-6 squats, enfin plein d'exercices un peu comme ça qui te disent peut-être rien. Mais bref, c'est un petit peu tout ce que tu peux faire au poids du corps avec les jambes. J'avais envie de l'apprendre, mais très vite j'ai été limité parce que les pistol squats c'est très vite devenu facile pour moi, parce que j'ai une bonne souplesse et mobilité aux hanches, aux chevilles, etc. Et c'était plus vraiment un challenge. Quand tu peux faire 10 pistol squats de suite, tu vas pas continuer à gagner énormément de masse musculaire si tu continues à en faire plus, donc il faut rajouter du poids. Et j'ai commencé à faire des pistol squats lestés où tu tiens un haltère dans les mains, etc. Et ça, je trouve ça cool, et j'en fais toujours aujourd'hui parce que j'aime beaucoup entraîner mes jambes comme ça.
Mais du coup, j'alternais entre une séance poussée, une séance tirée, et j'avais gardé toutes les bonnes notions de musculation qui s'appliquaient tout autant en street workout. Il y a quand même énormément de choses qui sont pareilles. La structure de tes entraînements est tout autant importante. C'est pas parce que tu fais de la musculation au poids du corps ou du street workout que tu fais n'importe quel exercice qui te passe par la tête et que tu espères progresser de façon très efficace. Ça peut marcher, tout comme ça peut marcher quand tu fais ça en salle de muscu, mais généralement quand tu débarques en salle de muscu, tu sais même pas ce que tu fais. Tu fais une petite machine à gauche, ensuite tu fais un peu du curl biceps à droite, et ensuite tu rentres chez toi après avoir fait un peu de vélo, tu vois, et tu reviens la fois d'après, puis ensuite tu te dis bon, c'est bizarre, je prends pas de muscles, etc. Bref, c'est la même chose au street. Mes séances étaient très structurées. Moi, j'avais l'habitude d'avoir un programme de musculation au millimètre, tu vois, ça faisait 8 ans que je faisais de la muscu, ça faisait quelques années que j'avais compris comment faire et que j'avais compris qu'il faut suivre un programme précis, un programme bien pensé, c'est-à-dire un programme où tes objectifs ils sont mis en avant. Ça veut dire que les exercices qui sont prioritaires, c'est-à-dire ceux sur lesquels tu veux le plus t'améliorer et qui sont les plus difficiles, tu les mets en premier. C'est au début, tu arrives à l'entraînement, tu t'échauffes, comme ça tu es prêt à attaquer le truc. Il faut évidemment pas attaquer par le plus difficile comme ça quand tu es à froid, mais une fois que tu es bien chaud, là, pendant que tu es frais, tu as envie de faire les exercices les plus durs en premier. Et les plus durs, c'est-à-dire les plus lourds, les plus gros, les exercices polyarticulaires, par exemple ton développé couché, ton squat, ton soulevé de terre, tu as envie de les faire le plus possible au début de ta séance, parce que tu n'as plus de jus si tu fais ça après avoir fait des séries de 30 pompes, tu vois, forcément. Et tout ça, j'avais bien eu le temps de le comprendre et de me tromper et de réajuster pendant mes 8 années de muscu. Donc je suis arrivé là-bas, je savais déjà ce que c'était qu'un programme efficace, et j'avais eu un petit peu que à adapter les exercices. Concrètement, j'avais des séances à 5 ou 6 exercices en muscu avec les gros au début. Et bien là, c'était pareil. J'ai commencé à entraîner au début ce que je voulais apprendre le plus. Par exemple, mes séances tirées au début, eh bien j'entraînais beaucoup le back lever. Je me souviens, c'était un petit peu ce que je faisais au tout début. Les séances push, eh bien j'entraînais les HSPU, les handstand push-up, les pompes sur les mains que je faisais contre le mur au début parce que j'arrivais pas très bien et puis je voulais me renforcer là-dessus, etc. Ensuite, je suis passé gentiment à faire du front lever, à faire de la planche, etc. Je gardais le handstand au début parce que le handstand, j'ai toujours beaucoup aimé l'entraîner entre l'échauffement et la séance, tu vois, une fois que t'es chaud, c'est bien, mais le handstand, c'est beaucoup dans la tête, quand t'es trop fatigué musculairement ou nerveusement, c'est beaucoup plus dur, et puis en plus, ça finit de t'échauffer un petit peu, donc le handstand, j'en faisais toujours au début, tu vois, je faisais du drapeau de temps en temps, plutôt vers la fin de mes séances, parce que celui-là, je savais déjà le faire, donc je voulais juste le maintenir, et voilà, enfin bref, tu vois, je savais déjà ce que je faisais, en tout cas, j'avais l'impression de savoir ce que je faisais, et j'ai progressé quand même assez rapidement au début, de par mes fondations en muscu, et le fait que j'avais un programme précis, que quand j'arrivais à l'entraînement, je savais exactement ce que j'avais fait l'entraînement d'avant. Pourquoi ? Parce que j'avais tout écrit sur mon téléphone. Je savais exactement combien de handstand push-up j'avais fait contre le mur il y a 4 jours. Et donc, je savais qu'il fallait aujourd'hui en faire au moins autant, mais que le but, c'était d'en faire plus. Tu vois, et c'est en sachant ce que tu fais, en mesurant ce que tu fais, que tu peux être sûr de progresser. Parce que si c'est écrit 6 et qu'aujourd'hui j'en ai fait 7 et que je me mens pas à moi-même au moment où je l'écris dans les notes de mon téléphone, eh bien, je sais que je progresse. Et c'est en progressant comme cela, eh bien, que tu deviens meilleur, que tu deviens plus fort, que tu prends du muscle, que tu perds du gras, etc., etc. Et donc, si je dis que tu peux perdre du gras en faisant ça, c'est parce qu'au niveau de la nutrition, eh bien, c'est la même chose. Si tu mesures ce que tu manges, tu fais attention aux calories, aux macronutriments, et que tu sais exactement ce qui se passe, eh bien, tu peux être sûr d'être en déficit calorique et de perdre du gras. Voilà, c'est pas juste en t'améliorant au HSPU que nécessairement tu vas perdre du gras. Mais bon, voilà, je pense qu'on s'était compris, mais je voulais quand même préciser. Bref, du coup, je me suis lancé dans le street workout et je me suis pas vraiment retourné par la suite. Je continuais d'aller en salle de muscu, je continuais de faire du squat, du deadlift. J'adore l'ambiance à la salle de muscu, tu vois. Moi, dans la salle de muscu, je me sens chez moi, je me sens bien, je me sens dans mon monde, je me sens en sécurité, tu vois, c'est l'endroit qui m'a accueilli quand j'avais 17 ans, que j'avais pas confiance en moi et que quand j'allais là-bas, j'avais quand même pas trop l'impression de me faire juger, en tout cas plus au bout d'un certain temps quand même. Je me suis accroché suffisamment longtemps pour me sentir vraiment bien. Vraiment, j'adorais la salle, j'adore toujours aller en salle de muscu aujourd'hui. C'est vraiment un endroit sur cette planète où je me sens extrêmement bien. Donc j'allais là-bas, je faisais aussi les jambes, etc. J'y allais souvent. Et une chose en entraînant une autre, et bien voilà, j'ai continué d'autant plus dans le street, dans la muscu au poids du corps, et voilà. Et grâce à son aspect, disons, très visuel, très spectaculaire, parce que réussir à faire des handstand push-up, à tenir en handstand, à faire des choses comme ça, c'est assez impressionnant. Eh bien, ça m'a aussi donné envie de partager ce que je faisais, ce qui m'a amené à reprendre mon vieux compte privé Instagram, sur lequel j'avais publié 3 photos en 4 ans, et à commencer à partager mes progrès dessus.
Voilà, j'ai commencé à publier un petit peu des photos, des vidéos de mes entraînements, juste ma progression, tu vois, comme toi et moi, comme tout le monde aujourd'hui aime bien le faire, utiliser Instagram comme un petit journal de bord de muscu ou de sport, tu vois, que ce soit en street, que ce soit en peinture, que ce soit n'importe quoi. C'est assez cool Instagram quand tu fais quelque chose de visuel en tout cas, de le partager dessus. Et voilà, j'en suis arrivé au moment jusqu'à ce que je change mon nom d'utilisateur sur Instagram, qui avant ressemblait à mon vrai nom de famille, et je l'ai changé en Eric Flag, tu vois. Après m'être assuré que Eric Flag était disponible, que ericflag.com était disponible, enfin bref, tu vois, je commençais déjà à me dire, tiens, on va quand même préparer le terrain, sait-on jamais, j'avais pas envie de prendre un truc qui était déjà occupé. Donc s'il y avait le .com disponible et le Instagram disponible, pour moi c'était déjà suffisant. Le Facebook était pas disponible, mais bon, c'était pas grave, ça, pas très important. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à devenir sérieux sur la création de contenu et que j'ai commencé à prendre goût à cela. Et c'est là qu'une nouvelle passion a commencé à fleurir en moi. Mais voilà, là on part clairement dans un autre sujet, on parle un petit peu plus sur comment j'en suis un petit peu arrivé à partager du contenu sur le street, puis sur d'autres choses. Donc on va pas aller plus loin dans cet épisode, ce sera l'occasion d'en parler dans un épisode que j'ai prévu sur comment j'ai commencé YouTube, probablement, qui a été un mélange de ça. Comment j'ai commencé YouTube, ça a été un mélange de ma passion pour le sport, pour le street workout, pour m'améliorer moi-même, et un mélange avec ma première expérience entrepreneuriale qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, mais pas au hasard, qui m'a donné envie de me lancer directement avec l'objectif d'en faire un travail, d'en faire un business. Et voilà, ça ce sera aussi un autre épisode qui va venir, mais ça viendra avant tout ça, parce que voilà, je vais respecter une chronologie là-dedans. Mais voilà, comme tu l'entends, j'ai quelques idées de podcast encore à faire. On n'est pas encore à court. Quoi qu'il en soit, j'arrive un petit peu à la fin de mon storytelling sur ma façon de faire, ou comment je me souviens aujourd'hui que ça s'est passé, la transition entre la musculation et le street workout. J'en suis extrêmement content. Aujourd'hui, je suis très très content de tout cela. Aujourd'hui, j'ai un rapport un petit peu différent avec le street, c'est parce que ça fait 5 ans maintenant que j'en fais, et il est intimement mélangé, il l'a été en tout cas pendant très longtemps, il l'est encore aujourd'hui avec mon travail, tu vois. Littéralement, aller m'entraîner, devenir meilleur en street, maintenir mon niveau en street, maintenir l'esthétisme de mon corps, tout ça, ça fait partie intégrante de mon travail, c'est important pour mon travail. Donc il y a travail et passion qui ont été mélangés un petit peu, et voilà, ça c'est une autre histoire, mais aujourd'hui je continue de m'entraîner, je vais y aller tout à l'heure, je vais aller faire, je sais pas, front lever, je vais peut-être faire une séance volume aujourd'hui, je pense que je vais faire pas mal de set and reps, je vais faire beaucoup de traction, deep squat, pompe, ce genre de base, c'est bien de garder les bases aussi, mais bon voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans la technique sur cet épisode. Je vais gentiment terminer cet épisode avec un petit comparatif, on dira, entre salle de musculation et musculation au poids du corps, un petit peu les avantages et inconvénients de chacun. Voilà, c'est un petit peu le résumé de ce que j'en ai tiré. Pour commencer avec la salle de muscu, les avantages, c'est qu'il y a tout au même endroit. C'est-à-dire que tu vas dans un endroit et là, il y a tout. C'est très pratique. Tu entres dans un petit écosystème avec son propre microclimat. Tu vois, tu n'es pas à l'extérieur. Donc, on espère, il y a la clim, il y a le chauffage, il y a ce qu'il faut. Il y a tout le matos. Tu viens, tu t'entraînes, tu pars. Et voilà, c'est bien pour ça qu'il y a un prix à payer pour cela. Le prix à payer, c'est qu'il faut payer un abonnement. Souvent, il faut payer le prix de devoir aller jusqu'à la salle. C'est bien pour ça que le critère numéro 1 du choix d'une salle de musculation, généralement, c'est la localisation. C'est bien pour ça que qu'il y a des chaînes de fitness, tu trouves un fitness de la même chaîne tous les kilomètres, tu vois. Parce que vraiment, vraiment les gens, c'est le plus important pour eux. Ce qui est très intéressant avec l'entraînement à la salle de musculation, c'est que c'est un système qui a été réfléchi, c'est un système qui a été optimisé. Tu as des poids qui sont très précisément pesés, qui sont symétriques, qui sont équilibrés, qui sont parfaitement pratiques pour juste être soulevés en l'air et redescendus par terre. Tu vois, c'est quand même marrant. On a créé ça juste pour ça. C'est un concept assez moderne. C'est un concept très moderne, la salle de musculation. Je sais plus exactement quand ça a commencé à devenir mainstream d'aller à la salle de sport, mais il me semble que les premières salles de sport, c'était je sais plus, les années 70, 80 peut-être, et ça a été popularisé par les bodybuilders
l'heure, ensuite un peu derrière, et par toute la société qui s'est mise d'accord sur le fait que faire du sport c'était bon pour la santé, que fumer c'était pas bon pour la santé. Bref, on a évolué comme ça, mais c'est très 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 moderne comme concept d'avoir accès à des poids symétriques pour te muscler, tu vois. Donc c'est très pratique et c'est là pour ça. Donc c'est très très bien parce qu'en plus tu apprends un exercice une seule fois pour toutes. Hein, le développé couché c'est technique, le squat c'est très technique, le soulevé de terre c'est très technique. Il faut faire les choses bien. Tu peux tout à fait te blesser très facilement si tu fais ça n'importe comment. Tout comme au poids du corps. Hein, selon moi les risques de blessure sont les mêmes. Hein. Si tu fais pas attention, si tu es impatient, si tu t'aventures dans quelque chose que tu ne connais pas tout seul, sans conseil, sans quelqu'un pour t'aider, sans auto-évaluation avec une vidéo. Enfin tu vois, en y allant n'importe comment, bah tu as tout autant de chances de te blesser, de te faire très très mal dans les deux. Donc selon moi, c'est un peu pareil. Mais l'avantage de la musculation en salle sur le street workout, c'est que les exercices, une fois que tu l'as appris, eh bien c'est terminé. T'as plus qu'à rajouter du poids et t'as pas besoin de réapprendre un nouvel exercice. Le développé couché, tu l'apprends une fois, ensuite t'as plus qu'à mettre du poids dessus et puis tu peux progresser. Alors qu'en street et au poids du corps, eh bien justement pour progresser, il faut changer d'exercice, il faut réapprendre des exercices. Et en street workout, eh bien en musculation au poids du corps, on utilise, comme le nom l'indique, le poids du corps. Donc le poids, il est fixe en fait. Le poids de ton corps, tu peux pas rajouter du poids ou enlever du poids si tu n'as pas de matériel. Sinon avec des bandes élastiques, tu peux enlever du poids. Avec des gilets lestés, avec des ceintures, tu peux rajouter du poids. Mais ça, on n'est plus purement au poids du corps du coup. Eh bien, il faut trouver un moyen d'utiliser différents leviers avec ton corps, de mettre plus de poids sur les mains, sur les pieds, etc. pour rendre un exercice plus ou moins facile, plus ou moins difficile. C'est plus compliqué, il faut beaucoup plus réfléchir et c'est aussi beaucoup moins linéaire, tu vois, parce que tu peux pas juste rajouter 2 kilos en changeant d'haltère ou en mettant un petit disque de poids en plus. Il faut changer d'exercice et parfois quand tu changes d'exercice, c'est pas 2 kilos en plus que tu te retrouves à pousser, c'est 14, c'est 25, c'est 12, tu vois, ça change. Et donc la progression au poids du corps est beaucoup moins linéaire et ainsi, pour gagner du muscle, pour prendre de la force, etc. Notamment pour gagner du muscle, clairement, c'est un système qui est tout à fait efficace de s'entraîner au poids du corps, mais qui est quand même beaucoup plus complexe, moins linéaire et à mon avis moins rapide. Aller en salle de musculation, si ton but c'est juste d'avoir des gros pecs, d'avoir un gros dos, d'avoir des grosses jambes, eh bien, si c'est ton seul objectif, ne fais pas de musculation au poids du corps. Va à la salle, rajoute du poids, mesure précisément ce que tu fais, ça ira plus vite, ce sera plus rapide et tu arriveras à ton objectif plus rapidement. De même, en salle de musculation, on peut plus facilement isoler certaines parties du corps, parce que quand tu t'entraînes au poids du corps, c'est plus difficile d'isoler l'arrière de tes épaules ou d'isoler je ne sais quoi, tu vois. Donc ça peut être intéressant pour des objectifs d'esthétisme, ça peut être intéressant pour rattraper des points faibles ou pour corriger des déséquilibres musculaires, c'est assez avantageux de pouvoir faire ça en salle de musculation. Et de même, en salle de musculation, vu qu'on a des poids, on peut utiliser des poids très légers. Et utiliser des poids très légers, notamment quand on est très débutant, eh bien c'est très très bien, c'est très pratique. C'est moins intimidant que de se dire bah purée, il faut que j'apprenne à faire des pompes alors que j'y arrive pas du tout. Quand tu n'arrives pas encore à faire des pompes négatives sur les genoux, par exemple, tu te mets sur les genoux, tu te mets en position de pompe et tu descends lentement jusqu'au sol. Si tu n'arrives pas à contrôler encore la descente, c'est que tu vois là effectivement tu es tout à fait débutant et c'est notamment probablement bien plus avantageux d'aller commencer à te faire prendre un petit peu tes marques en salle de musculation, peut-être bien avec un coach, quelqu'un qui t'aide à faire bien les mouvements, qui t'apprend à bien t'entraîner, etc. C'est pratique pour cela. De même, vu que tu peux moduler facilement les poids et que tu peux assez facilement faire des exercices qui ressemblent à ceux au poids du corps avec des charges plus légères, ça peut t'aider à passer de l'un à l'autre. Par exemple, faire de la presse militaire avec des haltères, c'est pousser les haltères vers le haut quand tu es debout, eh bien ça va entraîner les épaules et ça ressemble beaucoup au mouvement de pompe sur les mains contre un mur, sauf que sur les mains, tu te mets à l'envers pour utiliser le poids de ton corps. Mais tu peux pas utiliser un poids plus faible quand tu fais des pompes sur les mains contre un mur, tu es obligé d'utiliser le poids de ton corps. Donc soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas, tu vois. Et avec des haltères, eh bien ça te permet de te renforcer jusqu'à arriver à le faire avec le poids de ton corps. Par rapport aux inconvénients de la salle de musculation, comme je l'ai dit, il faut payer, il faut y aller et souvent, malheureusement, si on fait que ça, on peut devenir complètement dépendant
à la salle de musculation, c'est-à-dire que si tu ne vas pas à la salle de musculation, si la salle de musculation n'est pas ouverte, ou que tu n'as pas l'argent, ou que tu n'as pas le temps d'y aller, etc., eh bien tu ne peux pas t'entraîner, parce que tu te conditionnes souvent, ça arrive pas mal à pas mal de personnes qui n'essayent pas de faire autre chose, eh bien si tu peux pas aller à la salle, tu peux pas t'entraîner. Si tu peux pas t'entraîner, eh bien tu te sens pas bien, tu t'es démoralisé, et quand il y a une pandémie mondiale qui ferme toutes les salles de sport, eh ben t'es obligé d'essayer de trouver une solution, mais t'as pas l'habitude, et donc tu dois réapprendre des nouvelles choses, c'est compliqué, ça peut décourager, et tu peux plutôt te dire, bon, bah j'attends que ça réouvre, voilà, si je fais pas de muscu pendant un mois, c'est pas si grave. Sauf qu'ensuite, tu te rends compte qu'une année après, c'est toujours le bordel. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points d'inconvénients à la salle de musculation. Notamment, il y en a pas beaucoup, mais ils sont assez gros. Au niveau des inconvénients au poids du corps dont on n'a pas encore parlé, bah il y a le climat. Déjà, c'est une contrainte. Hein. Si tu ne vas jamais t'entraîner en salle, si t'as pas tout le matériel chez toi et que tu dois aller t'entraîner dehors, eh bien tu es obligé de faire avec le froid, avec la pluie, avec le mauvais temps, etc. Tu n'as pas le petit écosystème de la salle de muscu. Comme je l'ai dit, bah, il faut continuer à en réapprendre les nouveaux exercices. La progression est moins linéaire, c'est un petit peu difficile. Le poids du corps est aussi assez limité pour certains objectifs et notamment dans le temps. Par exemple, on va pas se le cacher, entraîner ses jambes, avoir des énormes jambes uniquement au poids du corps, je suis désolé, mais moi j'y crois pas, tu vois, j'y crois pas. En tout cas, je trouve ça stupide, entre guillemets. Si ton but c'est d'avoir des énormes jambes, mais que tu t'obstines à vouloir le faire au poids du corps, bah je comprends pas, c'est contre-productif. Il y a rien de plus efficace que d'aller faire des squats avec des poids et de faire des exercices en salle, des exercices où tu peux faire une surcharge progressive en rajoutant encore plus de poids, ce qui est difficile à faire au poids du corps. Donc déjà, l'entraînement du bas du corps est malheureusement un petit peu limité. Et puis, en plus, comme on l'a dit, ça demande un petit peu de conditions de départ. Si tu es en forte surcharge pondérale, la musculation au poids du corps n'est probablement pas pour toi, parce que vu que tu utilises le poids de ton corps, si à la fois tu n'es pas très fort, mais qu'en plus tu pèses très lourd, ça va être extrêmement dur de commencer par ça. C'est pour ça que d'aller en salle avec un coach, avec des poids plus légers, eh bien c'est probablement plus approprié. Bon, avec tout ça, je vais quand même parler des avantages du poids du corps, parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il y en a pas beaucoup. Là, pour l'instant, on a surtout dit la salle c'est très bien, le poids du corps c'est cool quand il y a plus que des pompes à faire pendant le corona. Mais voilà, je vais quand même glorifier un petit peu la musculation au poids du corps, qui selon moi est extrêmement cool. Alors déjà, pas de contraintes de matériel, pas de contraintes d'endroit géographique. Peu de contraintes, on dira plutôt peu de contraintes de matériel, parce que quand même tu peux faire beaucoup de pompes, tu peux faire des handstand push-ups, tu peux faire énormément de choses si tu as un sol et un mur, mais c'est quand même pratique d'avoir un tout petit peu de matos si tu veux entraîner ton dos, typiquement avoir une barre de traction, un endroit où te suspendre et faire des tractions, c'est génial, tout comme avoir par exemple des barres parallèles ou même tu vois 2 chaises qui sont très stables, ça peut faire l'affaire, mais avoir un petit peu de matos ou d'imagination pour pouvoir avoir un petit peu des installations, c'est bien. Et puis en plus peut-être que tu as un parc de street workout pas très loin de chez toi, où tu as une place de jeu pour enfants sur lequel il y a des barres sur lesquelles tu peux faire tes tractions, tu vois. Quand tu commences à faire ça, tu deviens bien plus imaginatif avec ton environnement, tu remarques un petit peu ce qu'il y a autour de toi, ce qui peut être utilisé pour faire quoi, comment. Moi j'ai déjà fait tu vois, tout le monde a beaucoup de personnes ont déjà fait des tractions sur une cage d'escalier, parce que il y a les marches, tu peux mettre les mains, sur un cadre de porte, j'ai déjà essayé. Alors faut faire gaffe, parce que là faut avoir des bons doigts, tu vois. Donc c'est pas hyper pratique. Mais toutes ces façons de faire avec son environnement actuel, eh bien ce qui est cool aussi, c'est que c'est gratuit, tu vois. Si tu vas t'entraîner au parc de street dehors, où tu t'entraînes et que tu fais des pompes chez toi, t'as rien à payer, t'as pas besoin de te déplacer, tu peux le faire tout de suite, et tu peux le faire un petit peu où tu veux, quand tu veux. Et ça, c'est un énorme avantage par rapport à la musculation, notamment quand tu ne peux pas payer un abonnement ou aller à la salle, ou que la salle est fermée. En plus de ça, la musculation au poids du corps, selon moi, est plus fonctionnelle, tu vois, quand même, elle t'apporte plus de choses que tu vas pouvoir transférer à ton quotidien et à d'autres sports également. En plus, en street, ça dépend un petit peu comment tu fais les choses. Si tu fais de l'agilité, si tu fais du freestyle, si tu te balances à la barre et ce genre de choses, tu vas devoir travailler la coordination, tu vas devoir travailler l'agilité. Si tu veux faire des compétitions ou que tu veux pouvoir enchaîner beaucoup de figures à la suite, etc., tu vas devoir entraîner ton cardio, parce que c'est assez cardio aussi, clairement. Alors qu'on va pas se mentir, le cliché de la musculation, c'est que la musculation et le cardio, c'est pas la même chose. C'est que si tu veux du cardio, il faut faire du cardio, et que c'est pas en faisant de la muscu que tu vas augmenter ton cardio, tu vois. Donc le street peut être un petit peu plus complet, un petit peu plus fonctionnel, je pense, clairement. Ce qui est intéressant avec le street aussi, c'est qu'on doit maximiser le rapport poids-puissance.
C'est-à-dire qu'un exercice sera beaucoup plus facile si tu es plus léger, mais tu dois quand même être fort, donc tu dois avoir des muscles, mais tu dois pas avoir trop de poids mort, tu vois. C'est clairement une discipline qui favorise le fait de rester sec, notamment, d'avoir des muscles, d'être fort, mais d'être fort par rapport au poids qu'on a. Et donc, il y a vraiment aucun intérêt à prendre du gras, typiquement. En muscu, par contre, c'est autre chose, parce que généralement, plus tu es lourd, plus tu peux soulever lourd, tu vois. C'est bien pour ça qu'il y a des catégories de poids en powerlifting, en haltérophilie, etc. Parce que naturellement, les gens qui sont plus lourds, qui sont plus forts de base, qui ont des plus gros os, qui ont des plus gros poignets, des plus grosses chevilles, eh bien, ils soulèveront un petit peu plus lourd et ils seront également plus lourds. Et c'est bien pour ça que les powerlifters, c'est pas les mecs les plus minces et les plus secs du monde, parce que avoir une petite couche de gras par-dessus, ça les aide clairement à différents niveaux. Donc voilà, j'aime penser que s'entraîner au poids du corps, ça a un petit peu tendance à plus favoriser le fait de rester sec, de rester entre guillemets esthétique, on dira. Comme je l'ai dit, la muscu au poids du corps, il y a un fort esprit communautaire, c'est très ouvert, c'est très sympa, tout le monde est très content. Il y a toujours quelqu'un, quand tu vas à un parc de street, qui sait faire quelque chose que tu n'arrives pas, ou à qui tu peux demander conseil, ou à qui tu pourras éventuellement donner un conseil sans qu'il soit entre guillemets mal pris, parce qu'on sait le muscu, tu vois, il y a différentes façons d'aborder quelqu'un pour lui dire qu'il fait pas les bonnes choses, et puis c'est pas toujours facile de choisir la bonne méthode entre guillemets, mais au parc de street, vraiment la mentalité, j'ai envie de dire, l'ambiance est quand même différente de celle de la salle de muscu, et moi je trouve que c'est un fort point positif. Et le dernier point positif, on dira, c'est un petit peu subjectif, mais bon, je le donne quand même, le street workout, la musculation au poids du corps, bah c'est plus stylé, hein, voilà. Là, je parle pour moi. Moi, je trouve ça plus stylé de faire un drapeau et de montrer à quelqu'un à tout moment sur n'importe quel poteau de signalisation que je peux faire un drapeau, plutôt que de lui dire que j'ai réussi à faire 150 kg au développé couché. Mais ça, c'est entièrement personnel, bien sûr. Il y a plein de gens qui s'en foutent complètement de pouvoir même faire des tractions, mais qui adorent le fait qu'ils puissent soulever 200 kg au développé couché, tu vois, ce genre de choses. Bref, je trouve ça plus visuel, je trouve ça un petit peu plus gratifiant et plus motivant de réussir à faire ces nouvelles figures, parce que tu sais exactement ce que tu cherches à atteindre, tu peux le visualiser dans ta tête, tu peux le voir, tu peux voir d'autres personnes réussir à faire ce drapeau et de te dire au fur et à mesure que chaque progression que tu dois réapprendre, oui, d'accord, qui n'est pas très linéaire, oui, d'accord, mais tu vois vraiment que tu te rapproches de plus en plus du Graal, de ce que tu vises depuis le début, et un jour tu y arrives, et là tu es très 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 content. Peut-être plus content que si tu galères pendant 6 mois dans ton mésocycle de programmation compliqué pour ajouter 15 kilos à ton développé couché, tu vois. Après, voilà, les goûts, les couleurs, chacun trouve le plaisir qu'il veut dans la discipline qu'il choisit. En résumé, par rapport aux différents objectifs qu'on pourrait avoir, selon moi, si ton but c'est de gagner de la masse pure et dure, c'est vraiment tout ce que tu veux, c'est prendre du muscle. Alors les deux vont fonctionner, mais la musculation est moins limitée, elle est plus complète et à mon avis elle est plus rapide, elle est plus simple. C'est moins compliqué. Donc clairement, là je dirais salle de muscu si ton but c'est de devenir musclore, peu importe ce que tu entre guillemets peux faire avec ton corps, la muscu ça ira plus vite pour prendre du muscle. Pour perdre du poids en sèche, les deux fonctionnent très bien à mon avis, hein. C'est beaucoup une histoire de nutrition clairement, et puis ensuite c'est un petit peu au goût de chacun. Il faut garder un stimulus élevé et intense, il faut vraiment essayer de maintenir sa force quand on est en sèche, il faut continuer à soulever lourd, il faut pas faire des séries de 22, c'est vraiment faire des séries de 22, je suis désolé, mais sauf si tu as envie d'entraîner ton endurance musculaire ou d'avoir un gros pump et une grosse congestion à la fin de tes entraînements, c'est pas méga utile. C'est vraiment secondaire, il faudrait faire ça plutôt à la fin des séances, après les exercices lourds, et c'est justement ces exercices intenses, à série longue, etc., que j'ai tendance à couper en sèche, parce qu'en sèche on a moins d'énergie, et il vaut mieux garder son énergie pour les exercices intenses. Et donc aller en salle, soulever lourd, pousser lourd en salle quand on est en sèche, c'est un bon moyen d'avoir ce stimulus qui est important pour faire comprendre au corps que l'énergie, il doit aller la chercher dans le gras et pas dans les muscles, parce que les muscles, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin ? Parce qu'il y a ces charges ultra lourdes qu'on va soulever tous les 2 jours, et il faut qu'on soit capable de continuer à les soulever, sinon on va mourir, tu vois. C'est ça qu'il faut faire comprendre au corps. Et en musculation, c'est peut-être un petit peu plus simple, à nouveau, hein, clairement,
Mais ça reste complètement possible de faire exactement la même chose au poids du corps. Tant qu'on continue de se challenger à faire des exercices difficiles, eh bien ça fonctionne aussi tout à fait. Le corps comprend bien qu'il doit garder le muscle tout pareil. Et ce que j'aime bien aussi avec la sèche en utilisant le poids du corps dans ces entraînements, c'est qu'en fait, vu qu'on perd du poids et que normalement on perd du gras et pas du muscle, eh bien on devient plus léger. Et donc notre rapport poids-puissance il augmente et clairement, pendant une sèche, on peut tout à fait progresser en street workout et en musculation au poids du corps parce qu'on est plus léger, mais on est toujours aussi fort. Ça veut dire que les exercices deviennent plus faciles, tout simplement. Alors qu'en musculation, c'est bien connu, quand tu fais une sèche qui a tendance à s'éterniser, etc., par définition, c'est normal au bout d'un certain nombre de semaines. Ça dépend aussi comment la sèche est gérée, combien tu manges, etc., à quel point c'est agressif comme sèche. Mais tôt ou tard, tes performances vont diminuer. Tôt ou tard, tu vas devoir enlever du poids, tu vas devoir diminuer des répétitions parce que ton corps, il accumule quand même une certaine fatigue. Tu es en déficit calorique, tu n'as pas assez d'énergie et au bout d'un moment, on a moins d'énergie, ça finit par se ressentir. Et donc, quand tu fais du street, quand tu fais du poids du corps, c'est peut-être un petit peu plus motivant lors d'une sèche de pouvoir continuer à progresser, alors qu'en muscu, tu sais que tu es un petit peu voué à maintenir. Peut-être qu'au début, tu peux augmenter un petit peu, mais à la longue, si la sèche s'éternise, tu vas voir tes performances diminuer. Si ton but, c'est de pouvoir être polyvalent, de pouvoir être en bonne santé, d'avoir un maximum d'outils pour pouvoir prendre soin de toi, eh bien on est bien d'accord que d'avoir des bonnes bases en musculation poids du corps, c'est très sympathique et très pratique. On l'a vu pendant cette période de coronavirus qui continue d'ailleurs, qui commence à s'éterniser un petit peu, je trouve. Eh bien, c'est plutôt pratique d'avoir des notions de comment s'entraîner efficacement avec peu de matériel. Et puis, en ce qui concerne la polyvalence globale, si tu n'as pas d'objectif extrêmement précis de gagner énormément de muscles, de devenir le roi, le champion du monde de street workout, etc., eh bien, mélanger les deux disciplines, à mon avis, est une bonne idée. Et c'est ma préférence personnelle. J'ai pas particulièrement de préférence. Tu vois, moi, clairement, je suis pas en train de te dire la muscu en salle, c'est mieux. La muscu au poids du corps, c'est mieux. Ça dépend des gens, ça dépend des objectifs, comme on l'a vu. Moi, j'ai mon avis sur quel objectif s'accorde mieux à quelle discipline. Mais personnellement, j'adore les deux. J'ai pas de préférence particulière. Les deux sont très bonnes et ont différentes applications. Donc moi, je continue de garder les deux. Je continue d'essayer. Là, ma salle est fermée depuis longtemps. Donc forcément, faire des squats lourds à la barre, c'est un peu compliqué en ce moment, on est bien d'accord. Mais j'aime beaucoup. Et puis la force brute que tu peux avoir en salle de musculation et l'aisance améliorée pour gagner du muscle est très bien complémentée, je trouve, avec l'aspect un petit peu technique, coordination, souplesse, agilité, proprioception que tu peux trouver dans le street workout et la musculation au poids du corps. Tu vois, apprendre à comprendre comment ton corps est dans l'espace, tu vois, c'est la proprioception, c'est un petit peu ça la définition, c'est réussir à se représenter dans ta tête, peu importe la position dans laquelle tu es, et bien de savoir dans quelle position tu es vraiment. Tu vois, quand tu es en handstand, quand tu es en back lever, c'est des positions qui sont un petit peu compliquées de savoir est-ce que je suis droit, est-ce que je suis pas droit, réussir à comprendre que voilà, tes jambes, si elles partent trop vers l'avant, tu vas tomber, etc., etc. Bref, tu vois, c'est très complémentaire selon moi, ces deux disciplines. Elles sont les deux magnifiques. Je t'encourage fortement à tester l'une ou l'autre, à trouver ce qui te plaît, parce qu'au bout du compte, ni l'une ni l'autre ne sont bonnes pour toi si tu n'aimes pas ça. Tu vois là, à nouveau, si ton but c'est tu fais ça pour les autres, tu fais ça pour gagner un peu de muscle, ça peut fonctionner à court terme, mais la motivation peut être difficile à maintenir ensuite sur la durée. Et moi j'ai trouvé ma motivation là-dedans parce que j'adore, c'est pour ça que 13 ans après je fais toujours ça, mais voilà, il y en a qui préfèrent faire de la gym, il y en a qui préfèrent faire de la grimpe, il y en a qui préfèrent faire du vélo, et bien à chacun ce qui lui plaît. Voilà. Et sur ces belles paroles qui rassemblent tout le monde, voilà, tout le monde il est beau, il est gentil, tout le monde il fait ce qu'il veut, je crois que je vais arriver gentiment là, au bout de cet épisode, parce que purée, encore il est long. Putain, je pensais vraiment que j'allais y arriver à m'en sortir ouais, allez, je me suis dit 40-45 minutes aujourd'hui, ça sera plus court. Bref, bon voilà, c'est un petit peu plus long. Après, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis voilà, toi, ça te fait un peu plus de contenu à écouter en plusieurs fois sur ta semaine, j'imagine. Voilà. N'oublie pas d'aller t'inscrire au Transformation Challenge à partir du 5 avril et jusqu'au 25 avril. Si tu veux t'entraîner et te transformer avec des milliers d'autres personnes, parce que je pense qu'on sera vraiment beaucoup cette année encore, et avec moi-même, je ferai ma petite transformation dans mon coin, probablement. Voilà, j'aime bien m'entraîner tout seul aussi, tu vois. Mais je serai actif autant que je le peux sur le groupe Facebook
qui regroupe tout le monde du challenge. Je pourrais pas être ultra actif parce que voilà, j'ai beaucoup de travail, mais je ferai tout mon possible pour venir apporter mon petit grain de sel et partager un petit peu mes entraînements de temps en temps, etc., comme n'importe qui sur ce groupe. Et voilà. Merci pour ton temps, j'espère que cet épisode t'aura intéressé, un petit peu plus sportif, un petit peu storytelling, un petit peu entraînement, un petit peu science de l'entraînement quelque part sur la fin, un petit peu aussi. Et voilà, on se retrouve jeudi prochain, comme d'habitude, pour un nouvel épisode de podcast. Peut-être une interview, on va voir si je trouve quelqu'un qui veut bien discuter avec moi d'ici là. Sinon, ça sera toi et moi, encore une fois. Voilà, en attendant, travaille bien, prends soin de toi, ciao.